On va les faire dans quel ordre? On va faire Moxie, l'éveil et Exotica, ça vous va? Oui. Exotica en premier? En dernier, j'allais dire. En dernier mais, Ah, en dernier, oui, parfait. Moi, je suis chaud. Oh, On fait quoi? il est chaud ce soir. C'est bon. Je suis content, là. Ah, en vrai, j'ai plutôt... j'ai envie de parler des films, là, c'est bien. Positivement comme négativement. Il y a des choses à dire. Eh ben, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment au chaud, l'émission qui regarde les films bien au chaud. Du lycée jusqu'au lit d'hôpital, oui c'est nous, à tous les âges, dans tous les états, nous regardons des films, toutes les semaines. Et avec nous bien sûr, une équipe de lycéens et de vieux grabataires. À vous de remettre les noms dans l'ordre, je vous laisserai choisir. Je suis Thomas, et avec nous bien sûr, comme d'habitude, salut Thierry. Salut. Salut. Et avec nous, on a quelqu'un qui revient aussi depuis un petit moment, il était occupé. On parle de films de qualité aujourd'hui, vous allez voir une belle liste, vous avez lu le titre, vous avez lu la description, vous savez que ce genre de film attire un chroniqueur en particulier, c'est Ellie. Salut Ellie. Salut. Waouh. Je ne sais pas dans quel état est la piste et dans quel état est le micro, ça sature, il y a du bruit de fond derrière, mais c'est pas grave, je crois que c'est le micro est tout émotionné, je pense. Oui. Ah, il a pas servi depuis longtemps, là, fallait le dérouiller un peu, tu vois. C'est ça, faut le décrasser un peu, exactement. Voilà. Il se remet, il s'échauffe un peu. Salut Ellie, et oui aujourd'hui petit comité, mais ce n'est pas grave car on a petit comité pour de grands films. Avec nous. Ah oui, toujours. Aujourd'hui, ça va être un panorama de films, un grand écart de films. On va commencer par Moxie d'Amy Poehler sur Netflix. On enchaînera avec la sélection du mois de la Cinétech, parmi laquelle on parlera de l'éveil de Penny Marshall avec Robert De Niro et Robin Williams. Mais quel casting, mes enfants, quel casting. Et enfin, on terminera avec un film Arte, pour une fois. Enfin, un film sur Arte actuellement. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Film canadien Exotica d'Atom Egoyan, qui est beaucoup moins lycéen, celui-là. Enfin, bon, il y a des écolières aussi, mais c'est pas le même cadre. Bref. Et alors, et Justice League? Non, pas Justice League, non. Attends. J'allais finir par le dire, mais... Bah si tu veux qu'on joue à ça, ouais, on peut dire qu'on en a rien à foutre de la Justice League, mais on peut aussi dire que nous on est gentils, on n'est pas comme les crevures qui font déjà des chroniques sur des films qui sont pas sortis, comme ces magnifiques youtubeurs qui font des vidéos sur Mandibule. S'engager un peu aujourd'hui, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Et on parlera pas non plus du dernier Disney qui est sorti mais qui sortira dans un mois, et on parlera pas de Wonder Woman non plus, 84, et on parlera pas de plein de trucs en fait. Parce que nous sommes respectueux des distributeurs, même quand c'est des grosses majors. Et par contre, on parlera de Détective Conan avant sa sortie, parce qu'on l'a vu en Projo Press, mais on le parlera le week-end juste avant, parce que voilà. Mais la magie du montage, alors que ce truc-là a déjà été enregistré en plus. C'est ça. Wow. Ça. Alors bon, moi j'ai vu Justice League. Justice League, tu regardes, y a pas de souci. Hein. Je l'ai vu, je peux éventuellement dire un mot en bref, voilà. Mais alors tu diras un petit mot en bref, pourquoi pas. Mais à la fin, si vous êtes sage, voilà. Oh là là, tellement de choses à faire. Bon bref, je pense qu'on parle beaucoup trop. On parle beaucoup trop. Le mieux, le top, ce qu'on préfère c'est les films, donc parlons des films, tout simplement. J'aime bien quand il y a Ellie qui dit absolument rien derrière. Oh là là. Ah non, tout va bien. J'attends. Thierry, je te sens révolté, on va parler d'un film de révolte. Oui. Seriously? We good. Oh, can I help you? I don't know, can you? He's bothering you. He's harassing me. If you use that word, that means I have to do a bunch of stuff. You know that your school is weird, right? Ignore Mitchell. If you keep your head down, we'll move on and bother somebody else. I'm gonna keep my head up. High. Why have we all accepted it? Like, no one even blinks. Me and my friends protested everything. We made a ton of mistakes, but you're glad you did it all, right? Of course. What are you gonna do? Nothing? Boum, il y a du rock, ça gueule. Il y a du harassement dans l'air. On va pouvoir se rebeller.
C'est le film militant, le film girl power, on va dire, même si ça veut pas dire grand-chose. Moxie, d'après le livre de Jennifer Matthew. Moxie de Harry Poehler. Et oui, celle qu'on voit dans Amy Poehler. Amy, oui. Tu t'as dit Harry. Ah, j'ai dit Harry? Oui, c'est pour ça. Oui. Sur le moment, on pouvait avoir. Je voulais parler d'Ari Aster, je pense. Ça devait être ça, parce que c'est un film qui en a. Donc du coup, je me suis dit, attends voilà. 2 secondes. J'essaie d'écouter le ton de Thomas. S'il a l'air heureux, c'est que c'est sûrement Amy Poehler. S'il a pas l'air heureux, c'est qu'il a vu un film d'Ari Aster. C'est selon. Donc Amy Poehler, bien sûr, qui joue d'ailleurs dans le film. Oui. C'est une actrice que vous avez vue sûrement dans Parks and Recreation par exemple, entre autres, hein, et qui avait réalisé aussi avant Un week-end à Napa que je n'ai pas vu. Je ne crois que je ne suis pas le cœur de cible de ce film-là. Amy Poehler qui joue la maman de la petite Viviane interprétée par Adlai Robinson. Viviane qui est une ado au lycée et qui, comme toutes les ados au lycée, n'a pas trop d'histoire. Hein, elle a pas un truc qui lui tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, quand elle rédige son dossier de candidature à Berkeley, elle sait pas trop quoi dire dans les occupations, dans ce qui lui tient à cœur. C'est un peu compliqué. Voilà. Puis elle se fond un peu dans la masse. Hein, c'est une fille un peu sans histoire. Hein, c'est la fille obéissante même, on peut dire, hein, comme elle est surnommée comme ça par les populaire, on va dire, entre guillemets, on va dire ça gentiment en début de résumé, mais quand elle va voir ce qui se passe dans son lycée, hein, que finalement le quarterback du lycée, interprété par le beau, le magnifique Patrick Schwarzenegger. Patrick Thierry, c'est ton idole, Patrick. Je l'ai vu dans un film. Je l'ai vu dans un film merveilleux, Midnight Sun. Voilà, que j'étais allé voir juste parce que j'ai vu son nom sur l'affiche et que ça m'a fait rigoler. Le film m'a beaucoup moins fait rire d'ailleurs. Et quand j'ai vu son nom chez Derrick, je savais pas qu'il était dedans, ça m'a fait rire. Et d'ailleurs, je tiens à dire que par rapport à Midnight Sun, il joue mieux. Alors ça veut pas dire qu'il joue bien, mais il joue mieux. C'est déjà bien de le relever, quoi. Il y a des efforts, peut-être que d'ici 10 films, on aura un semblant d'acteur. C'est ça. Écoute, son père interprétait le héros réganien. Ici, on a le mâle blanc patriarcal et harceleur ici, puisqu'il joue le quarterback du lycée populaire, qui prend un peu beaucoup trop ses aises, qui fait chier les élèves, mais comme c'est le quarterback populaire, personne ne lui dit rien, pas même l'administration. Et donc, Moxie, elle en a marre de ce genre de choses. Elle en a marre des classements de la fille la plus baisable dans les chaînes SMS, elle en a marre de voir sa pote se faire harceler, elle en a marre de voir sa pote se faire virer parce que elle a un débardeur et que on voit qu'elle grandit, pour rester poli. Elle en a marre un peu de ses inégalités, de ses injustices, et donc elle crée un fanzine Moxie qu'elle va publier, qu'elle va distribuer dans les toilettes comme ça anonymement, et ça va faire le buzz. Et ça va motiver, ça va fédérer les filles dans le lycée. Et il y a tout un mouvement de libération qui va se mener, qui va se lancer, et de protestation. Elle va devenir donc un fer de lance. Porte-parole, ouais. Et même une porte-parole, hein, même si elle est anonyme, mais bon, elle restera-t-elle anonyme jusqu'au bout. On peut noter également, sa pote, non, il y a plein de monde aussi, donc il y a tellement de monde dans le casting que je ne citerai juste une actrice qu'on adore, Joséphine Langford, qui joue la cheerleaders, la fille populaire, qu'on adore parce qu'on l'avait vu jouer dans le magnifique, le film chef-d'œuvrissime After aussi. Non mais arrête. Et justement, où est-ce qu'il vient avec ça? Et justement, c'est intéressant en vrai ça. Oui, apparemment c'est intéressant. Ouais. Donc oui, on a beaucoup de trucs. Elle a aussi un copain qui est le garçon parfait. Il se passe beaucoup de choses dans ce film, ça apporte pas mal de choses. Et donc je m'adresse à vous, aux midinette de la critique que vous êtes, à la militante en vous. Alors, midinette, tu vois, je sais pas si c'est dans le terme, parce qu'en fait, j'aimerais bien, même si la cible clairement, c'est les adolescentes, hein, il faut pas se mentir. Mais je pense que c'est un film qui est aussi très important pour les adolescents. Tu vois, sans le E. Non, attends, juste un petit point casting, et je suis super content, même si au début je l'ai pas reconnu. Il y a Marsagé Arden qui joue du coup la proviseuse de l'école. Ouais. Et c'est une actrice que j'aime énormément, qui joue pas mal de second rôle un peu partout et qui joue généralement des connasses cathos coincés qui pourrissent tout le monde dans The Mist par exemple. Elle a un rôle assez similaire, je veux dire ça.
Là, elle joue la surveillante qui veut pas trop se mouiller, quoi. Il y a pas de porte, y a pas de truc. Elle joue l'outil du patriarcat, surtout. Hein. Pour elle, c'est tout à fait normal, même. On l'entend dans la bande-annonce, hein. C'est genre, il y a le quarterback qui me harcèle. Oula, non. Enfin, il te taquine. Parce que s'il te harcèle, je suis obligé de faire de la paperasse. Non, il te taquine. C'est mieux. Voilà, oui, c'est l'extrait qu'on entendait. Ça, entre autres, mais elle défend. Enfin, si tu veux, ça fait partie de ces voix qui, soit ne parlent pas parce qu'ils ont peur d'être impliqués dans le truc et que ça va être très compliqué pour eux, soit aussi parce que indirectement ils soutiennent aussi le truc parce que par inconscience, quoi, tu vois. C'est un petit peu ça, je trouve, ce personnage est un peu de tout ça, mais surtout quelqu'un qui à mon avis valide totalement le truc par inconscience. C'est dommage d'ailleurs de pas voir ce personnage pas se rebeller, mais au moins se conscientiser un petit peu. C'est dommage. Mais bon, bref. Du coup, enfin, je sais pas, j'ai commencé, mais je sais pas si je commence, hein, je dis ça, mais. Bah, vas-y, tu as pris la parole, vas-y. Tu parles de côté empowerment, très nana et tout ça. Il y a aussi un dilemme racial qui est posé, même si c'est un peu effleuré. Le personnage qui devient l'élément déclencheur de la colère de la jeune fille qui va devenir donc du coup cette voix Moxie, c'est une afro-américaine qui justement subit aussi le racisme en fait. Et ça va être mis en toile de fond, même si c'est pas assez développé. Après, c'est un petit peu ce que j'ai à reprocher au film, même si je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que toutes ces choses-là, il ne fait que les effleurer. Mais je pense que pour les ados, c'est très bien aussi, ça fait que ça n'en donne pas trop non plus, ça va pas trop loin dans les démarches, et c'est un gros cri qui nous donne envie de nous lever, c'est notre cercle des poètes disparus, quoi, tu vois, je veux dire, c'est le côté, ado, on aurait adoré avoir un film comme ça qui nous conscientise sur ce genre de questions, même si malheureusement nous sommes des ados où ces questions-là ne se posaient pas. Mais oui, je trouve ça très bien foutu en fait. Ça va faire un panel d'à peu près tout, voilà, avec quelques maladresses, mais avec beaucoup de force. Et je trouve que la force du film et sa colère et la manière dont il va l'amener, dont il va le montrer, a tant de force que ça fait passer un peu outre les petites faiblesses d'écriture et des choses que j'ai trouvées pas forcément très réalistes ou pas forcément très développées. Ce qui m'a frustré à la réflexion, mais sur le moment, pendant l'expérience, moi j'avais le poing fermé, j'étais vénère, j'avais envie de voir justement les nanas prendre le pouvoir et réclamer leurs droits, quoi, merde. En plus, je t'imagine tellement comme ça sur le canapé, Thierry. Mais tellement, tu sais très bien. La dernière fois qu'il avait autant serré le poing, c'était pour m'en mettre une après Céline et Julie vont en bateau, quand même. Hein. Oui. Et pourtant, c'est un film féministe avec deux femmes fortes qui font ce qu'elles veulent. Je comprends pas. Elles prenaient le pouvoir pour le coup. Et là, ça l'avait énervé. Exactement. Parce qu'on voyait pas assez l'oppression. Là, on la voit. Ah, on la voit. Là, toi, Edili, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Moxie? Ben moi, je trouve que c'est une bien belle surprise. Franchement, j'étais un peu... En fait, j'ai un rapport particulier. C'est que j'adore les teen movies américains. Genre, c'est un peu un péché mignon que j'ai et je suis très facilement en toucher et en jouer, même si c'est pas terrible. Bon, dans les limites du raisonnable, hein, quand même. Mais du coup, j'étais un peu en mode, est-ce que ça va donner? Ça faisait un peu genre d'apparence, le truc un peu pour ado Netflix classique, mais une fois que je me suis mis devant, j'étais assez surpris parce qu'il y a une vraie énergie en fait, je trouve, dans le film. Comme disait Thierry, c'est un gros cri de rage, bon, qui est pas très subtil et qui aurait peut-être gagné à l'aide par certains aspects parce qu'il y a des moments où c'est un peu, genre là, voilà, ce que vous disiez tout à l'heure sur la proviseur qui dit oui, non, on dit taquiner parce que sinon je vais refaire de la paperasse. Enfin, je comprends l'idée, mais c'est genre la phrase cliché, quoi, qu'on voit dans tous les films depuis très longtemps, quoi. Et il y a pas plein de petits comme ça des éléments qui parasitent un peu le tout. Mais je trouve quand même qu'on se prend facilement au jeu et c'est super communicatif et entraînant, en fait. Enfin, je suis un peu comme Thierry, ça donnait vraiment envie d'aller aux côtés de cette belle bande de filles là, complètement remontée à bloc et qui veut juste en découdre et de les encourager, quoi. On a juste envie d'être avec elles. Et je trouve que sur ce plan-là, c'est assez réussi. Et le fait d'envisager la place des femmes de manière générale à travers le prisme de la jeunesse est plutôt intelligent. Je trouve que l'idée du Moxie, du carnet, donc le côté un peu artistique aussi, est super cool. Ça apporte un vrai brin de fraîcheur à l'ensemble, pardon. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le fait, j'ai vu que ça a été assez critiqué. Enfin, j'ai vu des petits avis rapides sur le film qui disaient qu'ils trouvaient ça nul, que forcément c'est une femme blanche qui va aider le mouvement à se créer, machin et tout. Et moi, je trouve que c'est intéressant justement parce qu'en fait, elle symbolise vraiment la majorité qui se cache généralement plutôt que d'agir. Et ce qui compte, au final, c'est pas que c'est elle qui a fait le mouvement, mais c'est le symbole qu'elle a créé pour toutes les femmes de manière générale. Et je trouve que voilà, à ce niveau-là, le film réussit vraiment son pari de nous mobiliser en fait. Et de mobiliser les jeunes, comme disait Thierry, et c'est assez... En ça, Amy Poehler a réussi un truc plutôt cool. Mais après, voilà, je suis d'accord avec Thierry, par contre, il y a un gros problème de développement de personnages secondaires,
qui sont trop laissés pour compte et au profit d'une intrigue qui devient très prévisible et vraiment qui rentre dans des cases très attendues, quoi. Et c'est peut-être un peu dommage de pas avoir plus accentué le côté film choral plutôt que de la jouer teen movie. Mais je pense qu'à la fois c'est sa force aussi parce que ça le rend efficace, mais du coup, voilà, en fait, c'est ce qui fait que les jeunes sur Netflix vont pouvoir suivre ça de manière trop bien et ils vont s'y retrouver. Mais nous, on connaît ça très bien et je pense voilà, on a aussi ce côté, on connaît les ficelles, quoi. Et du coup, ça s'épuise un petit peu. Et moi, je trouve que du coup, plus le film arrive vers la fin, plus il s'essouffle un peu malgré le climax qui est quand même très fort et très intéressant. Mais quand même, voilà, dans l'ensemble, j'étais assez surpris. Et pour remplacer une dernière vite fait sur justement l'apparition de l'actrice qui joue dans After, je trouve que c'est génial de la voir là, en fait, parce que je sais pas si c'est conscient, enfin c'est un choix consciencieux, mais le fait de prendre cette fille qui du coup a quand même créé pour le moment sa réputation autour d'une licence basée sur une relation toxique et de là la mettre dans un rôle qui a un twist complètement lié à ça et sur la gravité de ce genre de relation-là et les dérives très très nocives que ça peut avoir, mais je trouve que c'est un très très beau pied de nez et un vrai bon choix de distribution d'acteurs, en fait, simplement, enfin d'actrices. Et moi j'ai trouvé ça très 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 cool et tout le monde s'en sort plutôt bien dans la bande et franchement c'est le genre de film que j'ai envie d'encourager à voir plutôt facilement à tout le monde, quoi. Ado, mec comme fille, ça fait du bien à tout le monde. C'est clair. Thomas. Oui. Bah non, justement, écoutez. Et toi donc? Bon, écoutez, ces niaiseries d'ado bobo bien pensantes, ça suffit, hein, maintenant. Ah, Père Facho. Ah, voilà. Ya, schlaf. Bon, oui, tout est polémique, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire, tout ça, voilà. Et d'abord, ce mec parfait, il n'existe pas, je suis désolé. Moi, dans ma classe, ils étaient tous comme le pote du quarterback, là, qui font des vannes grasses, hein, et qui draguent lourdement, d'abord. Bon, bref, plus sérieusement. Alors. Malheureusement, dans ma classe aussi, ils étaient plus comme le pote du quarterback, hein, je peux pas vraiment. Oui, c'est une grosse surprise, effectivement, parce que moi, quand on a vu ce film ado sur Netflix, je t'avoue que j'y suis pas allé comme ça de gaieté de cœur. Ouais. Quand je l'ai proposé, t'étais pas ravi. Moi non plus, hein, directement. J'étais là en mode, bon, voyons voir. J'étais pas. Et bon, et pourquoi pas. Et finalement, c'est plutôt une bonne surprise, effectivement. Alors oui, c'est très 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 ciblé ado quand même, hein. Faut le dire, mais quand même ça se laisse regarder, même si on n'est pas le cœur de cible à proprement dit. Ça aborde bien la question justement du militantisme, de la question justement de l'empowerment féminin et du militantisme pour l'égalité, les droits, les reconnaissances. Le truc c'est que alors après il y a beaucoup de choses qui viennent se mélanger, et donc du coup il y a de la subtilité sur certains points. Il y a des choses qui sont intéressantes, par exemple il y a l'arc narratif de la pote là. Claudia, qui est jouée par Lauren Tsai, par exemple, qui est une fille d'immigrés, qui elle a un arc très intéressant, qui fait qu'elle elle milite mais en silence parce que pour elle c'est compliqué, parce que elle a pas droit à l'erreur, elle est jugée parce que justement il y a plusieurs trucs. Donc il y a des choses comme ça, des choses qui sont intéressantes. Hein. Bon, il y a les antagonismes un peu presque too much, quoi. Genre, il y a le quarterback, donc joué par notre ami Schwarzenegger, qui est donc le parfait connard, mais vraiment, il y a tout. Non, mais il y a rien qui le sauve à lui, hein, c'est incroyable. C'est ça. C'est du rarement vu, hein, à ce niveau-là, de pousser les traits. C'est le mec, il te coupe en cours de littérature pour imposer, pour dire, mais non, mais Gatsby, c'est un mec bien, et bon, et évidemment, il y en a la blague militante aussi qui est caricaturale, parce que premier jour en cours de littérature, premier truc qu'elle fait, mais Gatsby, on s'en fout, c'est une histoire d'un mâle blanc. Déjà, ça commence par, on a les persos caricaturaux qui s'entrechoquent et qui sont là pour faire des étincelles. Bon, je préfère quand c'est plus subtil. Là, on l'a pas, mais bon, j'imagine que aussi c'est pour aller plus vite dans le propos et pour aborder plus de sujets aussi sûrement. Et puis aussi parce que ce personnage-là qui est militant, qui est beaucoup, ça va être un déclencheur aussi pour la petite pour la Viviane qui va faire Moxie. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais dans l'ensemble, c'est plutôt agréable parce que moi aussi, je me suis laissé emporter par cette énergie finalement. Et voilà, parce que ça marche plutôt bien après. Hein. Dans les trucs, tu vois, qui sont un petit peu abandonnés, c'est vrai que l'arc de sa pote, comme tu dis, c'est vraiment dommage de l'avoir laissé tomber parce qu'on voit une engueulade avec sa mère
Et ensuite, on la voit un peu débarquer de nulle part en mode bon, bah, c'est genre, ok, c'est bon, ma mère est d'accord pour que je milite. C'est un petit peu, alors je dis pas qu'il fallait nous mettre des scènes larmoyantes à souhait ou des grosses engueulades, mais c'est vrai que à vouloir développer ces personnages-là, il faut le faire. Sinon, ils sont un peu laissés sur le côté et on est content de les voir rejoindre la troupe, mais on voit pas forcément de cheminement. Et moi, j'ai le même sentiment envers le prof. Donc Oui, le prof complètement. de Oui. littérature qui tout à coup se retourne, alors il a pas l'air couillon le gars, et en effet au début quand on voit une première scène où une nana se fait où une nana de la classe se fait virer parce qu'elle a un décolleté. Et toute la classe fixe une autre fille qui leur dit mais attendez, regardez, de la nana aussi a exactement le même décolleté, c'est juste qu'elle a moins de forme qu'elle, et donc ça vous dérange pas. Ce qui vous dérange, c'est juste que la fille ait des formes, c'est pas le contraire en fait, elle les met pas tant en avant que ça, elle a un haut quoi. Et du coup le prof qui a pas l'air spécialement d'accord avec ce qui est en train de se passer, le fait que la nana se fasse virer, ne dit strictement rien et attend, et après pof, tout à coup vers la fin il fait en fait c'est bon, je suis avec vous. Et de la part, à un moment, les profs aux États-Unis ont quand même une certaine voix aussi, et j'aurais bien apprécié le voir, par exemple, justement, s'opposer à ça, dire clairement, ils puissent se prendre l'administration dans la gueule, quoi. Dire, bah non, vous dégagez pas une élève de ma classe. J'aurais peut-être apprécié ça, et le voir monter un peu plus. Lui, c'est un perso blasé, on le sent dès le début, jour 1, quand il fait bon écoutez, on n'a pas de temps pour le programme, mais on va perdre du temps avec la connerie télé du lycée et la propagande de l'équipe de foot, tu vois. C'est un mec qui est blasé, bien qui sûr. S'en fout, quoi. Il a pas envie de se battre, quoi. Ah oui, non, mais il laisse couler. En effet. Mais il a sa vie en dehors du lycée, il veut garder son job et c'est tout, quoi. Exactement. Mais sauf que du coup, on nous fait un retournement avec ce perso. Donc du coup, c'est dommage. Il manquait juste un point de cheminement qui aurait peut-être aidé à la narration. C'est juste ça, hein, tu vois. C'est une frustration, c'est pas... Bah, à la fin, quand il se dit je suis avec vous, c'est surtout que bon, écoutez, bon, si jamais vous y allez, bon, ça va être sévère. Mais comme il est non interventionniste, il est presque même avec vous. Il leur dit bon, écoutez, le cours de toute façon tout le monde s'en fout et c'est presque normal qu'il va quand même jusqu'à arborer le symbole. Donc non, il les suit quand même, quoi. Non mais du coup, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au final, la plupart des personnages qui sont montrés et des personnages, on va dire. Les clichés des films habituels, genre enfin les personnages blancs, que ce soit hommes ou femmes, qu'on suit habituellement, sont tous montrés globalement comme des lâches en fait dans le film. Sauf l'actrice, enfin le personnage principal qui va elle décider de se révolter parce qu'elle en a marre, et c'est finalement elle qui va montrer à ces adultes-là que c'est eux qui font pas le choix d'agir depuis toutes ces années, de laisser se passer en douce ou même frontalement dans leur salle de classe ou dans la cour des actes graves de discrimination ou de harcèlement ou autre, et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Enfin, c'est vraiment un message, voilà, enfin encore une fois, tout est axé autour de cette idée que c'est à la génération actuelle de montrer à la génération passée et aux générations futures que faut faire bouger les choses. C'est là où je trouve que le propos est plutôt bien développé. Après, c'est sûr que oui, les retournements sont beaucoup trop abrupts. Oui, ça. Celui de la meilleure amie, c'est très très dommage parce que ils développent beaucoup leur relation entre les deux, pour au final que ça soit résolu en un claquement de doigts, et ça aurait gagné d'être beaucoup plus étoffé comme pas mal d'autres choses. Mais ouais, moi ce que je regrette aussi, c'est là où aussi on voit un peu les limites quand même du processus de ce film, c'est que on sent, enfin j'aime pas dire ça, mais on sent que c'est un film Netflix, c'est un film très, la mise en scène manque de pêche par rapport à son sujet, je trouve. Il y a des moments un peu inspirés, mais on sent que c'est pas, le film pourrait aller beaucoup plus loin, pourrait être beaucoup plus énergique, beaucoup plus osé pour son propos, un peu comme d'un point de vue narratif en fait au final, et de développement. Mais voilà, en final, ça reste quand même très 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 cadenassé par ce qu'il est, c'est-à-dire un film de pêche. Moi je pense qu'il y a des moments où ça aurait pu être plus fou encore. Ah oui, j'ai trouvé que ça... Ah oui, d'accord, sur ce point-là, ouais, parce que moi j'ai trouvé pour le coup que ça en avait peut-être un peu trop, et ce qui fait que du coup, dans la volonté d'aller constamment à l'essentiel, c'était ce qui enlevait les moments qui pouvaient permettre de poser quelques petits arcs extérieurs en fait. Moi je trouve que le film est trop péchu dans la manière de déclamer son message, qu'il le hurle assez fréquemment et pour que vraiment on comprenne, mais la mise en scène ne fait pas tant que ça au final. Enfin, on comprend, mais ça reste assez simple. À part, il y a quelques saillies, hein. Il y a le plan séquence quand elles vont à la soirée qui est super intéressant, qui est même très très drôle, où genre elles vont de pièce en pièce et genre on dirait que chaque pièce c'est un nouvel environnement, genre un niveau, un univers complètement parallèle à chaque fois. Et je sais pas, il y a plein de petites idées visuelles comme ça qui sont très très cool. Les moments où elle fait son découpage pour le journal Moxie, il y a plein de petits moments où ça y va, mais je trouve que dans l'ensemble ça pourrait beaucoup plus passer par l'image, cette idée de révolte féminine, que par une écriture un peu grossière et parfois facile, quoi. Mais encore une fois, je pense que c'est assez réfléchi aussi, et pour la démarche cherchée, ça fait largement le taf, quoi, pour le coup.
Oui, donc carrément. Thierry? Oui, non, j'allais dire, et moi, le dernier point, tu vois, où j'avais vraiment une réticence, au-delà du fait que tout ce que je disais avant, comme point un petit peu sombre, me dérange pas vraiment, c'est, pour le coup, tu vois, sur le personnage, du coup, de Patrick Schwarzenegger. Et je vais pas le défendre, hein, parce que bon, on voudrait quand même pas qu'on pense que je l'aime bien. Patrick. En fait, à la fin du film, et je vais vraiment essayer d'en dire le moins possible, il y a une révélation, le twist dont parlait Ellie, justement, sur l'un des personnages qui est utilisé dans une autre licence que nous tairons. Le twist est hyper intéressant. L'acte qui est nommé et qui est pointé est très grave. Et en fait, ça m'a dérangé d'un point de vue narratif que nous accusions le personnage de Patrick Schwarzenegger de cet acte ignoble en fait pour dire bon, il y a rien qui le sauve, il est même allé jusqu'à faire ça. Et en fait, je trouve que pour bien illustrer le propos, parce qu'en fait, on prend un mec infect, on dit à quel point il est infect, on passe son temps à nous le montrer de manière totalement infect, et à la fin on dit, vous voyez, il est tellement infect que même ça, il l'a fait. Et je trouve que ça manque de pertinence, parce que ça aurait été très bien que la personne qui ait fait l'acte en question soit une personne lambda ou une personne qu'on ait appréciée. Bon, on développe pas assez de perso pour ça, et j'aurais bien aimé, j'aurais détesté que ce soit un perso que j'apprécie, mais s'ils avaient développé un peu plus de personnage... feel good, là. Voilà, mais tu vois, un côté, non, mais on te montre un personnage que t'apprécies vraiment, que tu dis, mais non, pas lui, c'est pas possible, et quand il tu vois, lui aussi il est capable de faire ça en fait, parce que lui aussi c'est un outil du système, parce que lui aussi c'est juste un mec, tu vois, et je trouve que ça aurait été intéressant plutôt que de juste dire puis elle a fait ça parce que demain on va voir, il voulait aller plus loin, il a fait oui, et puis aussi il tabasse des enfants, et puis il fait ça, en fait tu fais oui, mais le faire aller jusque là, juste sur ce personnage là, c'est vraiment repointer du doigt le même perso et dire que le problème c'est juste le gars en question et ses potes et pas forcément toute l'institution. Je trouve que sur juste cet arc là, ça manque un peu de clarté là où on pouvait justement accuser de manière plus globale ce que fait le film plutôt très bien en général. Bah ouais, en vrai je suis d'accord, enfin c'est un peu abusé de tout centrer sur le même personnage, d'autant que c'est très très attendu. Enfin Ouais, en vrai voilà. j'ai senti venir, genre au bout du premier truc un peu ambigu autour du personnage féminin de la cheerleader, enfin moi je le sentais venir quoi, qu'il y avait un anguille sous roche et que ça allait éclater à un moment. Enfin, c'est pas non plus hyper subtilement amené, et c'est vrai qu'au final la manière dont ça sort c'est vraiment c'était sûr, c'était lui depuis le début. Et c'est un peu dommage, tu vois. Mais par contre, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que en un sens, il symbolise beaucoup le système, parce que si on regarde bien, il est quand même enfin c'est un peu l'icône de ce système. C'est celui qui va choper la bourse, celui qui va avoir le droit de s'afficher à la télévision de l'école pour parler. Il est vraiment l'incarnation même de tout. Il est vraiment genre tout le monde est à son service en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, pour qu'il symbolise ça, quoi. Du coup, en un sens, il représente tout ce qui ne va pas. Mais c'est juste que, prendre le personnage le plus cliché du monde pour faire ça, c'est un peu gratuit, quoi, et facile. Mais encore une fois, voilà, c'est partie des problèmes d'écriture qu'a le film, et qui a des idées intéressantes, mais qui, n'a pas forcément vocation à aller transcender ou à aller plus loin que ce qu'on connaît déjà, quoi. Donc bref, Moxie, un film avec quelques faiblesses d'écriture, mais ouais, mais il y a des paillettes, alors ça va. Hein. Le Wedzin, il marche parce qu'il y a des paillettes, alors c'est bon. Ça va. Faut savoir que ça m'a fait penser à un film que Thierry déteste. Enfin, en vrai, c'est complètement différent. Ah non. Mais pour vous dire à quel point j'adore les teen movies, c'est très bien de quoi je parle, Thierry, en plus, je suis sûr déjà. Là, non. Non? Non. Parce que moi, en fait, un autre film qui se voulait un petit peu comme ça sur empowerment féminin, avec pas mal de... mais qui était beaucoup plus péchu, je trouve, pour le coup, et d'influence lynchienne. Ouais, ça m'a un peu fait penser à Knives and Skin par moment, dans l'idée genre de vouloir c'est bon, d'accord, créer un espèce de je vois que mouvement. tu as voulu en dire. Non, mais c'est vrai, je sais pas. C'était beaucoup plus... Knives and Skin, elle est beaucoup plus loin, et était beaucoup plus stylisée, etc. On faisait des caisses aussi, mais je sais pas, ça m'a un peu rappelé ça. Des grosses caisses. Oui, et pour le coup, moi j'aimais bien. Mais... Non, j'ai pas aimé. Mais je m'en souviens pas tant que ça au final. Enfin, ça fait partie de ces choses que je n'ai pas revues. Tu vois ce que je veux dire, dans l'idée de montrer que c'était un peu le même délire. Bon, ça partait c'est plus suspense, mais je pense que c'est un peu la version light Moxie de ce genre de film pour ados qui ont tendance à voir le jour en ce moment, je trouve. Genre aux États-Unis, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers des teen movies beaucoup plus engagés, beaucoup plus moins goofy, tu vois, moins oh regardez, il va faire rendre amoureuse de lui celle qui est censée être moche, tu vois, genre ça c'est complètement dépassé, et on est vraiment on essaie de sensibiliser la jeunesse, et ça je trouve ça intéressant.
Moi, c'est le petit copain parfait. Un truc qui était assez marrant, c'est que il y a le petit copain, là, c'est ce qui est, mais vraiment, mais le gars, il est, mais punaise, mais d'où ils l'ont sorti, quoi. Il est tout je l'aime bien, ce perso du touchant. Par contre, le copain parfait est parfait, et ça m'a fait penser, je l'ai vu passer ça sur les réseaux, il y avait une vidéo de Brute, tu sais, le truc caricatural, qui faisait un reportage sur les cours de drague pour féministes, pour draguer des féministes. Et donc, en gros, c'est des mecs qui se font passer pour des féministes et tout. Donc, quand ils sont dans la rue, il y a l'attaque qui laisse tomber son bouquin de Virginie Despentes. Et comme ça, quand il y a une fille qui lui approche, elle fait excusez-moi, c'est cette charge mentale, je pense à la liste des courses que je dois faire et à toutes les tâches que j'ai. Je vais au Naturalia. Vous allez au Naturalia? Allons-y ensemble, alors. Ce genre de truc. C'est vrai que oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il est très caricatural, mais après, je me suis dit, ça sert le propos dans le sens où c'est une façon de dire aux gens, bah, vous voyez, c'est pas compliqué de pas être un connard, en fait. Donc, parce que le gars est quand même là en mode, ouais, mais j'aime faire mon skate, j'aime faire mes trucs, mais juste, je suis respectueux et c'est cool. Et j'étais là en mode, ouais, bon, voilà, c'est vrai qu'évidemment, ce genre de portrait n'existe pas ou si peu. Mais au moins si, mais il est too much, quoi. Pareil, il va jusqu'au bout, il boit du lait végétal, il s'engueule avec la mère parce que le lait végétal, tu sais, tout ça. Ils s'en sont sur des trucs, quoi. Non, bien sûr, mais je sais pas. J'ai pas trouvé que c'était, j'ai trouvé que c'était quand même, bah, pas subtilement, c'est pas le terme, mais j'ai trouvé que c'était quand même correctement amené. Du coup, c'était plaisant, quoi. Bah, c'est le contrepoint parfait de Patrick Schwarzenegger, en fait. Ah, ben là, oui, complètement. Littéralement l'opposé. Il est un peu typé, on comprend que physiquement il a dû évoluer parce qu'avant on se moquait de lui, et il a beaucoup grandi, puis il est ouvert d'esprit, et puis il est cool, et il est trop bien ce perso. Enfin, moi je l'aime bien. Ah, moi je l'aime bien. Hein. Je trouve qu'il s'est fait dessus à la sortie de l'école. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, mais c'est drôle, enfin, tout ce qui est lié autour de lui est plutôt mignon et bien amené, c'est assez, pour le coup, et c'est comme, encore une fois, pour le coup, c'est un des rares personnages qui est plutôt bien amené et un peu développé, il est pas non plus très creusé, mais voilà, il est là, et on va dire que c'est un peu un symbole d'espoir, quoi, aussi, de dire c'est que, ça, bah, il y a des mecs bien qui existent, c'est vrai, c'est un fait. Je veux pas, exactement. Ce genre de mecs-là existent en vrai, c'est comme tout, et on peut trouver des filles géniales comme des mecs géniaux, et juste faut réussir à faire en sorte que bah, les gens soient de plus en plus comme ça, et que tout ce qui est systémique se casse un peu la gueule. Enfin, toutes les dérives systémiques se cassent la gueule. Et que ça vient aussi de lui, et que les mecs aussi doivent jouer un rôle. C'est aussi ce qu'il montre, ce personnage. Et d'ailleurs, pour une fois qu'il y a un mec à sauver, d'ailleurs, je pense parce qu'il y a quelques films où il n'y a pas un seul mec à sauver. On parlait l'autre fois, mais avec Ellie, t'étais là d'ailleurs pour Never Early Sometime West, d'ailleurs. Ah oui. Où là, il n'y avait pas un mec à sauver de tout le film. Mais tu sais qu'indirectement, le film m'a fait penser à Assassination Nation, mais version pré-ado. Enfin, tu vois, pré-ado non, mais version plus adolescente. La violence un peu retirée, tu sais, mais le même genre de message, en fait. Bon, Assassination Nation, c'est ciblé ado, quand même. Oui, c'est quand même sacrément violent. Tu mets pas non plus les ados qui ont juste envie de voir un truc plaisant, tu vois, devant. Enfin, je le trouve le film très nécessaire, mais il a quand même un ton qui est assez violent, quoi. On va arrêter la violence, parce que la violence, ça suffit. On va aller sur un thème un peu plus calme, un peu plus adulte. Cette fois-ci, on va lâcher les ados un peu. Ça y est, on a compris. On va faire la sieste avec les vieux, là? On va faire la sieste, c'est ça. Voilà, on va faire la sieste avec les papis. Oui, c'est exactement ça. Can you hear me? Does he ever speak to you? Of course not. Not in words. No change, dated 9/11/44. Your patients, Doctor, haven't moved in decades. What I believe, what I know, is these people are alive inside. How do you know that, Doctor? I know it. L'éveil, Awakenings, avec un S, en version originale, film de 1990 de Penny Marshall, la réalisatrice notamment de Big, 2 ans plus tôt. Pas de réaction pour Big, bon tant pis, c'est pas grave. Non. Bah, mais j'ai pas envie de me rappeler de Big. Elle a fait un film au moins un peu sympathique 2 ans avant de faire ça, quoi. La scène du piano, quoi, merde. Bon, bref. Oh non, même la scène du piano dans Big, moi je pop. Désolé pour les fans de Big, je sais qu'il y en a un, mais... Thierry, entre la scène du piano ou 1h45 de Awakenings, qu'est-ce que tu choisis? Je sais. Bah, la scène du piano, évidemment, elle est moins longue. Je veux dire, mais ça c'est facile. Voilà.
Non, mais on peut s'arrêter, il n'y a pas forcément besoin que ce soit équitable hein, comme dilemme. Hein. Tant que l'éveil perd, je suis content. Le film qui fait partie de la sélection de la Cinétech, c'est pour ça qu'on en parle, une sélection d'à propos, puisque la Cinétech, avec beaucoup d'humour, 1 an après le premier confinement, nous sort une sélection du mois huis clos. C'est très très drôle. Merci la Cinétech. C'est encore plus drôle quand dans cette sélection on prend un film qui est mauvais quand même. Alors, au milieu des films, alors je ferai pas la liste complètement, mais c'est vrai qu'il y avait Un jour sans fin que Thierry n'avait pas lu parce qu'on l'avait déjà vu. Et bon, mais en fait, c'est surtout beaucoup vu. En fait, c'était compliqué d'en parler objectivement. Hein, vraiment beaucoup vu. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, bon, il y avait un film de la semaine dernière, par exemple, si on se souvient bien. Alors oui, moi je l'avais déjà vu. En fait, j'avoue que je vous l'avais proposé. En fait, une fois. Comme ça, j'avais pas 3 films à mater. Voilà, donc c'est vrai que c'était juste parce que pas celui-là. C'était mesquin. Une fois. Un jour sans fin, je l'ai vu une vingtaine de fois, tu vois, je veux dire, c'est vraiment pas. Ah, mais justement, t'aurais été dans le film, tu l'aurais revu encore une fois comme Un jour sans fin, tu vois. Je vous aurais fait une analyse d'1h30 sans vous. Il y avait aussi Le jour se lève de Carmé, L'ange exterminateur de Buñuel, ou bien Un condamné à mort s'est échappé de Robert Bresson. Que des grands films. Voilà, une dizaine de films, et celui-là, donc, film de 90, donc, avec un joli casting, un beau duo, Robert De Niro et Robin Williams. Une histoire de médecin, une histoire de docteur, une histoire de médecine inspirée d'une histoire vraie. D'après le livre d'Oliver Sacks. L'histoire, donc, nous sommes dans un hôpital, on suit Robin Williams, qui est un docteur de la fac, qui sort de l'université, qui est embauché en tant que diagnosticien dans un hôpital, ou une clinique, je sais plus. On est aux États-Unis, je sais pas trop s'ils font la distinction d'ailleurs. Mais qui va devoir s'occuper de malades atteints d'encéphalite, et qui sont coincés dans un état catatonique, hein, presque végétatif. Hein. Ils ont juste des réflexes, on ne sait pas trop pourquoi, mais sinon le reste du temps ils réagissent pas. Et ils sont coincés depuis des années comme ça. Et lui donc qui vient de la recherche, hein, il a pas l'habitude des patients. Il va découvrir qu'ils ont des réflexes. Il va découvrir que finalement ils sont peut-être vivants. Il y a peut-être quelque chose à faire avec eux. Et avec l'apparition d'une nouvelle molécule pour soigner Parkinson, il se dit tiens, si on l'essaye sur eux, est-ce que ça va donner quelque chose? Et ça donne des résultats. Et le premier patient sur lequel il le teste, c'est Léonard. Léonard, interprété par Robert De Niro. Et moi, quand j'ai vu au début, j'avais pas regardé le synopsis. Quand j'ai vu le film, j'ai vu Robert De Niro, Robin Williams. Je me suis dit, c'est 2 médecins dans un huis clos. Ça va chauffer. Non. En fait, Robert De Niro joue le patient. Donc, ça fait très bizarre de voir Robert De Niro, la moitié du film, sur un fauteuil roulant, la gueule ouverte. Et donc son état va s'améliorer, il va se lever, il va parler, mais bon, c'est pas toujours facile, est-ce que ça va tenir le coup ou pas? Et puis, comment va réagir Robert De Niro, qui est coincé dans cet état depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'il a commencé, il avait 10 ans, et là il se réveille, et il en a beaucoup, il s'est passé beaucoup de choses, comment il va réagir? Avec la musique, vous l'avez entendu, la musique douce, hein, on est là pour faire tomber l'alarme, attention, c'est une histoire vraie. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Ellie, t'as commencé, t'étais chaud là, vas-y. Alors, avant, petit préambule, après avoir vu le film et en avoir vite fait parler avec Thierry, il m'a envoyé un message en me disant, je me rends compte qu'en fait, je voulais dire l'ange exterminateur quand on a fait les votes, et j'ai dit l'éveil à la place. Du coup, Thierry, sache que je t'en veux énormément, déjà. En fait, j'étais vraiment persuadé que l'éveil, c'était le Buñuel. Je fais, vas-y, j'ai envie de voir le Buñuel. J'ai fait, tiens, alors du coup, je propose l'éveil. Et après, quand j'ai vu le truc, je fais, non. Mais, à défaut de commencer par une encéphalite, j'ai eu un encéphalogramme plat pendant 1 heure, à me demander quand est-ce que ça allait commencer. Puis au bout d'1 heure, j'ai commencé à avoir Parkinson, à taper frénétiquement sur ma table en me demandant quand est-ce que ça allait pouvoir s'arrêter. Parce que c'est un mélodrame, mais d'une lourdeur. C'est atroce à regarder. Oh mon Dieu. En fait, c'est presque drôle en vrai, plus ça avance, parce que, genre, au début, tu te dis, oh, ça va, ça a l'air d'être triste, mais bon, on va donner une chance au film. Et puis au bout d'un moment, c'est vraiment juste le monteur qui s'est dit, c'est bon, ils m'ont saoulé. Il a fait copier-coller la musique des violons toutes les 2-3 minutes, à peu près, et c'est genre ça tout le film. Et c'est le défilé des scènes clichés, ça a la profondeur émotionnelle d'un épisode de Ghost Whisperer sur TF1 le dimanche après-midi. Non, en vrai, c'est assez déprimant à regarder. Le seul truc qui donne envie un peu de suivre le film, c'est la confrontation Robin Williams-Robert De Niro. Parce qu'en vrai, c'est quand même 2 putains d'acteurs, on peut se le dire. On les adore.
Et À noter d'ailleurs que Robin Williams... Alors, autant Robert De Niro fait la grimace, autant Robin Williams, non. Ce qui était très étonnant, d'ailleurs. Robin Williams, c'est tout dans la retenue, et c'est plutôt intéressant, il s'en sort très très bien. Et De Niro, il est en roue libre. Et le plus drôle, ça c'est pas vraiment spoil, on s'en fout, en vrai, au point où on en est, c'est le fait que, il y a un moment, il se prend pour le Che Guevara qui a Parkinson, et c'est, mais, risible. J'ai explosé de rire devant mon écran, mais vraiment, c'est la meilleure scène du film, je pense. Non, mais cette scène m'a vraiment fait hurler de rire. Et ce qu'il y a de notable, c'est que De Niro, pour une fois qu'il joue pas un mafieux, il devient quand même chef de gang dans l'hôpital, quoi. Mais exactement, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est les incorruptibles, mais les versions volontiers de la nuit de coucou d'EHPAD, il y a rien qui va. C'est assez pathétique à suivre, en vrai. Et Penny Marshall, je sais pas, elle était sous Prozac pendant le film, pendant la conception, il y avait un problème, quoi. Et il y a pas grand chose à en tirer, je trouve, c'est assez triste. C'est vraiment juste sympa à suivre pour l'ambiance et les interactions entre les deux Gus, et ils ont daigné ramener Penelope Ann Miller pour qu'elle puisse faire un petit coucou, et c'est tout, parce que je sais pas quoi faire dans le film à part de faire un coucou à De Niro avant d'aller voir Al Pacino dans l'impasse quelques années après, mais c'est tout en fait. C'était assez consternant, ça m'a un peu saoulé. Aïe. Non, mais c'est décevant. Et en vrai, il y avait quand même de quoi faire un bon film, je pense, sur le papier. C'est juste que, ça s'est cantonné à être le cliché du mélo hyper pathos pour personnes qui savent pas trop quoi regarder le dimanche soir, quoi. C'est un peu dommage. Thierry, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Soir? Ah non, mais pas le soir, hein, l'après-midi sur M6, tu veux dire? Oui, aussi. En fait, moi, quand les gens savent pas quoi regarder, quoi. Hein? Non, mais c'est le truc que les gens mettent quand ils savent pas quoi regarder et qu'ils veulent pas se prendre la tête, quoi. Je suis pas si certain, parce que je pense que beaucoup de gens doivent le trouver extrêmement touchant, ce film. Ils en ont parlé, d'ailleurs, on parlait on a eu Aurel de Clapement 5 la semaine dernière, et ils en ont parlé justement avec Mylène, qui adore ce film, j'en parlais avec elle. Mylène de Welcome to Prime Beach, là, donc il y a des gens qui adorent ce film et qui il fallait l'inviter pour nous dire ce qu'elle lui trouvait, parce que oh. Mais tout à l'heure t'as dit que tu pleurais, je me suis dit merde, Thomas a adoré, on va le vexer. Ah mais je suis sûr qu'Ellie aussi a pleuré, mais c'était pas les mêmes larmes, ouais. En fait t'étais là, ça a duré 10 heures. Non Thomas, 10. Non, mais le pire, c'est que au cinéma, je me mets à genoux pour que les films s'arrêtent. Là, j'avais juste à mettre pause, mais j'ai même pas daigné le faire, quand même. J'ai décidé de maso jusqu'au bout. Il était en état catatonique, hein. Il pouvait pas. Je l'ai regardé avec l'être le plus impatient de la Terre, hein, qui est donc mon coloc que vous connaissez, qui participe de temps en temps, et qui, généralement, quand il se fait chier, il se casse au bout d'un quart d'heure. Et non, on l'a laissé couler, on l'a regardé en entier. Et c'est vrai que moi, je partais gagnant. Quand on avait vu la 3 sélections de films entre Moxie, donc le dernier dont on va parler tout à l'heure, et celui-ci, j'étais là, celui-ci au moins, je suis dans ma zone de confort. Comédien que j'aime, le sujet a l'air beau, tout devrait plutôt bien se passer. Et puis j'avais oublié que c'était sorti en 1990, et c'est vrai qu'en 1990 la télévision était pas mal arrivée dans les foyers. Alors qu'est-ce qu'on faisait du coup? En faisant en sorte que les contenus cinématographiques ressemblent beaucoup au contenu télévisuel. Et ouais, je te regarde toi, Franck Darabont. Et lui, j'ai eu peur tout à l'heure quand t'as cité notre conversation, j'ai fait il va quand même pas me voler ma vanne, parce que ça m'a fait énormément penser aux Évadés. Et ce que je reproche du coup aux Évadés, c'est que je ne considère pas que c'est un film, c'est un espèce de téléfilm étiré sur 2h30 qui est insupportable en fait, parce qu'il n'y a pas de cinéma dedans. Et le sujet est très très beau, et du coup les cinéastes se disent ça suffit. Et voilà, et là dans le cas de l'adaptation de King, Darabont refait la même chose avec La Ligne Verte, hein, sur 3 heures, et c'est suffisamment long pour que avec 3-4 coupures pub ça puisse s'étirer sur toute une après-midi sur M6. C'est pour ça que je disais ça. Et du coup voilà, j'ai eu l'impression de voir ça, le filtre terne un peu chiant, les gros violons, le côté de toute façon si tu ne pleures pas, c'est que tu n'as pas de cœur, parce que le sujet est beau. Et oui, putain, le sujet est beau, mais bordel, est-ce qu'on peut pas se démerder pour faire en sorte que ce soit tonifiant, gratifiant à regarder, et que justement on soit face à une réalisatrice qui aime tellement son sujet qu'elle veut le transcender à la caméra. Tu cites Vol au-dessus de Nid de Coucou, Ellie. Oui, Miloš Forman, il adore son sujet, et c'est un sujet qui est assez similaire, qui parle des mêmes choses avec beaucoup d'autres variables. Mais on sent qu'il y a un cinéaste derrière qui a envie de faire des choses. Là, Penny Marshall, clairement, elle se laisse porter par l'histoire, parce que de toute façon, il y a des violons, il y a 2 comédiens qui feront le taf, c'est beau, tout le monde va chialer, le taf est rempli.
Sauf que pour moi, voilà, ouais, le taf, il est pas rempli. Entre Robin Williams, c'est très bon d'ailleurs. Et oui, De Niro en fout des caisses, c'est assez insupportable entre les espèces de moments figés où tu sais pas trop vraiment, tu sens qu'il met quand même de l'intention, alors qu'il est censé être plutôt passif, mais il y a quand même trop d'intention qui se dégage et ça, c'est pas crédible. Et même, je sais pas comment ça s'est passé dans la vraie vie, hein, vu que c'est issu d'une histoire vraie, mais les patients qui se réveillent en un quart de seconde comme ça, j'ai trouvé ça vraiment, j'étais là, ah non, mais c'est miracle sur les gyros, enfin, c'est Cocoon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je sais pas, il y a quelque chose qui se la joue, voilà, cinéma pseudo-intellect, voilà, le grand cinéma, c'est celui qui fait chialer, et c'est pour ça que Les Évadés se retrouvent toujours en top des top IMDb, là, c'est pour ça que j'en parlais, quoi. Et ouais, c'est tout aussi chiant, c'est un téléfilm que j'avais dû trouver sa voix au cinoche, quoi, qui a peut-être pas de prétention, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Je comprends la déception. Oui, alors, oui, j'ai pleuré. Oui, ben oui, parce que ça a été fait pour, quoi, avec la musique, oui, qui est un peu moche maintenant à la morflée, hein. Mais effectivement, t'as les scènes, t'as la montée de violon, t'as le truc émotionnel, tu fais, ah bon, ben là, tu vas avoir l'alarme. Et effectivement, tu as l'alarme parce que ça a été formaté pour, mais c'est vrai qu'il y a une certaine, il y a presque une déception parce que le film fait quand même ses 2 heures, hein, le coquin. Et pour tout ça, quoi. Et c'est dommage parce que c'est un film qui, sur le papier, il est intéressant. Déjà, comme je faisais une blague en disant que justement on avait Robbie Williams impassible et Robert De Niro qui fait la grimace. D'habitude, dans les films, c'est l'inverse. Donc déjà, là, il y a une prise là, on a quelque chose à se mettre sous la main, il y a quelque chose à faire. Après, je trouve, alors pour Robin Williams, oui, pour De Niro, on a tendance à le cantonner pas mal à ses rôles très marquants, mais il a une palette de jeux qui est folle, hein. Donc en soi, ça m'étonne pas vraiment de le voir là, quoi. Oui, d'ailleurs De Niro, on peut avoir aussi une pensée pour Jacques Frank, pour son doubleur qui est décédé la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et oui, qui était aussi la voix de Mel Gibson, entre autres, ou John Goodman, ou autre, mais qui était surtout la voix de Niro, qui le double depuis les années 70. Voilà. On pense très fort à lui. On pense à sa famille. Je me demandais un truc pour De Niro, sachant qu'il est très très friand de l'acteur studio, est-ce que vous pensez qu'il a vraiment eu Parkinson pour préparer le rôle? Alors, c'est moyennement drôle. Il faut se mettre dans la roue du truc. Mais du coup, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai été surpris. On se doute quand on voit le film que De Niro va un moment bouger parce que quand tu le vois sur sa chaise roulante, tu dis merde, ils ont payé De Niro pour qu'il reste là à pas bouger, c'est dommage. Ah bah, ce serait sacrément couillu, hein, pour le. Bah, ils l'ont fait avec Jeff Bridges dans Thailand, hein, pour le coup. C'est faisable, mais c'est pas forcément conseillé. C'est ça. Mais du coup, oui, bon, on a les acteurs très justes, mais après. C'est un film qui ouvre la porte pour plein de choses, pour plein d'ouvertures, pour plein de sujets à traiter et qui s'en fout en fait, qui reste sur l'autoroute avec sa boîte automatique là et qui roule sur le petit mélo tranquille et qui ne va pas au bout des choses. Parce que quand je l'ai dit dans le résumé, alors c'est pas dans le résumé mais c'est évoqué, De Niro, il a sa maladie à 10 ans, il est paralysé quelques années après et il se réveille, il a 40, 50 balais. Il a perdu 30 ans de sa vie. Qu'est-ce que tu fais quand t'as perdu 30 ans de ta vie? Ça, c'est un film, voilà. T'as rien à faire, il est là, ton film, voilà. Tu suis De Niro, et voilà. Et même avec son pote Robin Williams, qui est son ami, et les films allaient faire une promenade, ok, super, mais il y a peut-être d'autres trucs à développer, quoi. Et je trouve que ça va pas assez loin. Enfin, on avait un film médical au début, ok, très bien, avec le Robin Williams qui cherche et qui trouve, donc ça c'est un film, puis pouf, on aurait pu basculer justement sur ce personnage-là qui cherche un peu savoir qu'est-ce qu'il fait des 30 années qu'il a pris, est-ce qu'il est content d'avoir été soigné ou pas, pour ça, on aurait pu creuser, on aurait pu avoir de la réflexion un peu, qu'est-ce qu'il pense ce personnage-là, et puis il se passe plein de trucs, et oui, effectivement, et puis moi aussi j'étais mort de rire quand il fait le Che Guevara, mais après, il y a Robin Williams qui vient lui parler, mais quand De Niro parle, du coup, il reprend ses grimaces de mafieux, et il y a 2 mecs à côté de lui qui font les hommes de main, quoi. C'est vraiment un mafieux. Mais on dirait vraiment les incorruptibles de Lidl, hein. C'est pathétique, hein. Mais du coup, on se dit, mais on est où? Et où est-ce qu'on nous emmène, en fait? Alors, heureusement, on n'en fait pas des caisses avec la romance avec l'infirmière, entre Robin Williams et l'infirmière, parce que finalement, bon, elle est mise là, on sait pas pourquoi elle est mise là, d'ailleurs. Mais bon, très bien pour dire que ça mec bien. Ça aussi. Et qu'il est tellement sur ses patients que voilà, et que lui, à la fin aussi, il se réveille et il décide d'aller avec l'infirmière, peut-être, je ne sais pas, peut-être que. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un film qui joue la facilité. Mais qui n'a pas d'enjeu, en fait. C'est un film qui passe 2 heures à ne pas développer d'enjeu, et juste à montrer des trucs. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein.
C'est ça. C'est un peu ce que tu disais, c'est qu'il veut montrer des choses qui, dans l'idée, peuvent être intéressantes, mais il développe rien. Il y en a juste un amas de scènes qui vont s'enchaîner et qui développent rien de concret, en fait. C'est juste, ils font une expérience, il se passe ça, et du coup, ils changent un peu l'expérience, il se passe ça, ils arrêtent l'expérience, il se passe ça. Génial. Merci à tous, fin de tournage. Merci Robert pour tes grimaces, et c'est tout. Je sais pas, vraiment, j'avais vraiment l'impression que l'idée de base, le thème général était intéressant, mais qu'ils savaient pas quoi faire avec. Et du coup, ils ont fait tous une série pas de sketchs, mais de scénettes pour passer le temps, quoi. Il y a la scène de la promenade, la scène où De Niro essaie voit une fille et du coup, Penelope Miller, elle va essayer de lui parler. Il y a la scène où du coup il se met à faire la révolution à l'hôpital. C'est vraiment que des variantes autour de quand on se réveille on fait quoi, mais ça va jamais très très loin et c'est très regrettable en fait. Exactement, ouais, c'est dommage. Alors sur la Cinétech il est en VO, donc on n'aura pas le doubleur, désolé, mais il a sûrement doublé ce film puisqu'il le double depuis des années. Et profitez-en en VO. Voilà. Oui, après. Après je t'avoue que la VF de Niro m'intrigue beaucoup sur ce film. Hein. Ah ouais. Parce que vraiment, il doit y avoir un gros travail de doublage, parce que, genre là, sans faire de blague ou quoi, c'est juste que la manière dont il parle pendant une grosse partie du film, ça devait être assez peu commode à faire, et quand il a Jacques Frantz, si c'est bien lui qui l'a fait sur ce film-là, a dû bien bosser. Hein. Mais après, oui, si vous préférez sur en VO, regardez en VO, bien sûr. Bon, de toute façon, ce n'est pas le seul film. Alors, on voulait découvrir celui-là, donc voilà. Bon, moi ça a marché, mais c'est vrai que c'est peut-être pas. J'ai vu, je me suis rattrapé, j'ai vu aussi Un condamné à mort s'est évadé aussi, qui est beaucoup plus sobre, hein. Voilà. Immense. Qui est très dans une ambiance avec du hors-champ et tout, film d'évasion. Voyez du Robert Bresson, et votre vie n'en sera que plus belle. Et déprimante aussi, parce que c'est quand même très très triste. Et puis vous pouvez sinon voir 25 fois d'affilée Un jour sans fin, y a pas de mal non plus à ça. Ouais, non, il faut le voir 29, comme ça, si vous l'avez déjà vu une fois, on est à peu près à égalité. Et du coup, on pourra faire une émission avec la personne qui aura vu 25 fois. Bref. C'est le challenge. Pendant un mois, tu regardes Un jour sans fin tous les jours. Il y a sûrement quelqu'un qui l'a fait un jour, hein, grand bien lui fasse. Oh, peu cher. Bon, écoutez, on va se réveiller un peu, messieurs. Les militantes féministes, c'est bon, vous pouvez passer directement au reco, il y a un chapitrage, voilà. Mais quoi ? Quoi ? On passe au prochain film. Mais ça n'a rien à voir. Oh, quand même, la bande-annonce, quand même. On dirait qu'on va parler d'un film porno, là, quand même. Hein. Bon, je la laisse en entier. Je la laisse en entier, elle fait 1 minute, je vous la laisse en entier. Allez. He comes in here every other night. He has his favorite drink. At his favorite table. With his favorite dancer. She's his angel. In a place of seduction. In a world of temptation. She really seems to be herself with you. A game is being played. Well, how do you know? I used to be her lover. And a trap is being set. You're out of here, man! I was set up. Now, a life is on the line. I'm not gonna help you kill somebody. And one woman holds the key. It's going too far. You have no idea how far it's gone. Siskel and Ebert give it 2 enthusiastic thumbs up. Dazzling and spellbinding, says the New York Times. An erotic masterpiece. I feel like touching it. You're not supposed to touch. Exotica. Rated R. Exotica. Eh oui, il ne faut pas toucher, on n'a pas le droit de toucher, sachez-le. Exotica, on reste dans les années 90, un film de 1994, 1h37 cette fois-ci, d'Atom et Goyan. On en parle parce qu'il est dispo actuellement sur arte.fr et que Arte c'est gratos, donc autant en profiter, voilà, tout simplement. Et qu'on a des jolis films aussi, films qui se déroulent dans les années 90, donc autour d'une boîte de nuit, Exotica, avec des destins brisés, des destins tordus, des âmes en peine en recherche de réconfort, hein, et des histoires qui se croisent autour de ce club de striptease, avec Mia Kirchner, Bruce Greenwood, Elias Koteas, Don McKellar, et donc du réalisateur canadien d'adoption Atom Egoyan.
Film sombre, film avec de la fesse, hein, parce que voilà, de temps en temps, il y en a. D'ailleurs, je crois que vous me disiez enfin du cinéma, messieurs, hors antenne. Vas-y. Ça change radicalement des films qu'on a vus précédemment. Qu'en avez-vous pensé ? Que je suis très content d'avoir passé 1h30 en compagnie de ces personnages un peu atypiques, plutôt que 4 heures devant la Snyder Cut. Je t'avais dit que je le calerais à un moment, je leur dis. Mérité. Quoique, moi j'imagine déjà les fans de DC se palucher pendant 4 heures sur la Snyder Cut. Ah oui, ils se paluchent, sauf que moi, là, tu vois, par exemple, ce film, justement, te fait croire qu'il va t'inciter à te palucher, puis il te fout une espèce de réalité dans la gueule qui te fait bien mal. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai vraiment eu très très peur pendant tout le film, et justement, je sais là-dessus que Atom Egoyan est un putain de génie. Peut-être aller dire un truc. C'est pourquoi? C'est quand t'as vu le gros Miramax qui apparaît au début du film? Le fait que, alors ça, tu sais, malheureusement, ils ont produit des films sympas, fait chier. C'est vrai qu'ils auraient pu au moins. Les Weinstein sont pas à la production de celui-là. Non, mais c'est vrai que leur époque Miramax, hein, tu te dis, si seulement ils avaient produit des films qui étaient aussi dégueulasses que leurs actions, on les aurait vus bien plus tôt. Enfin, on le savait. Enfin, ils le savaient. Bref. Où est-ce qu'on va? Non, Atom Egoyan, moi j'ai eu peur parce que Atom Egoyan, juste avant de lancer le film, c'est ce que je disais à Ellie, j'ai vu qu'un film de lui, qui était un de ses derniers, qui s'appelle Remember, qui est un espèce de film de vengeance justement, enfin tu sais, pour parler de la Shoah, mais qui est nul, horriblement nul. On parlait de poncif dans Moxie qui appuie un peu trop les trucs, alors là c'est horrible, il y a aucune subtilité. Et alors quand je vois un truc comme Exotica qui justement joue très bien la subtilité, je me dis ok, Atom Egoyan a l'air d'être un putain de réal qui a soit une fin de carrière un peu désolante, soit a besoin de thunes à un moment de sa vie. Exotica, c'est ultra surprenant, mais vraiment. Alors, j'ai eu la chance de voir Crash de Cronenberg il y a pas longtemps, qui est sorti un peu après, mais on est dans cette espèce de vague années 90 un peu érotique, avec le côté thriller érotique qui joue beaucoup sur la luxure, les corps, mais les non-dits et les traumatismes, et putain, c'est exactement ça, quoi. C'est assez fou, en fait. Du coup, t'as pas raconté le synopsis du film, est-ce que tu veux le faire avant que je développe? Attends, tu me l'ôtes de la bouche, le côté Crash. Oui. Je suis très déçu, j'ai trop pensé tout le film. Moi, disons que j'ai résumé en disant que ça tourne autour d'une boîte de nuit, mais c'est vrai que c'est comme ça s'entremêle et que c'est un peu complexe, j'ai pas voulu rentrer dans les détails. D'accord. Bon, non, c'est comme tu préfères. Mais après, si vous voulez raconter des trucs, bon, oui, allez-y. Oui, hein, on va éviter d'en raconter trop, puisque c'est vrai que tout est basé sur le mystère, en fait, de ce truc-là. Donc oui, en effet, ça tourne autour d'une boîte de nuit, comme tu le dis. Et en particulier, donc, ça va tourner en premier lieu autour d'une personne qui vient régulièrement dans cette boîte de nuit un peu étrange. C'est un club de striptease, on peut le dire. Hein. Voilà, qui ressemble à un club de striptease, à ceci près que, en gros, voilà, quand tu demandes un lap dance ou quoi que ce soit, tu n'apparentes pas le droit au moindre contact. Tout est basé sur le désir. Comme dans un club de striptease. Non, ce club de striptease, si tu demandes une danse privée, c'est à la personne de demander. Enfin, oui, mais t'as pas le droit de toucher. Avec toi. Si tu demandes et qu'elle te dit oui, tu as le droit. Quand tu es dans la danse privée. Et tu sais, c'est des salles à part, en fait. Ah bon, mais c'est vraiment à condition dans que le domaine, soit... sûrement. Non, mais c'est à condition que ce soit consenti. Mais j'avais vérifié justement si c'était, tu sais, un truc spécifique à ce truc-là ou pas. Sur le terrain. Et c'est... Bon, ça suffit. C'est spécifique à ce c'est spécifique à ce truc-là. Et enfin, de toute façon, il y a tout pour plaire, comme tu dis. Il y a de la fesse. Il y a cette espèce d'ambiance, voilà, qui va beaucoup jouer sur les tamis, qui va beaucoup jouer sur les couleurs. Il y a la voix d'Elias Koteas, qui est à la fois extrêmement érotique, qui t'attire dans cette espèce d'univers, et à la fois, c'est Elias Koteas, il fait extrêmement peur, ce monsieur. Je veux dire, Ellie est témoin, il a vu Crash super malsain, là, qui... Voilà, c'est ça. Mais en fait, une fois, en plus, dis-toi, si t'avais vu Crash toi aussi, quand t'as vu Crash juste avant, et que t'as vu Elias Koteas dans Crash, qui est à peu près le même genre de rôle, t'es jamais rassuré. Pour moi, ce monsieur, c'était, tu sais, c'était le gentil dans les Tortues Ninja, à la base, hein. Quand j'ai vu qu'en fait, il faisait que des trucs comme ça dans les années 90, j'ai fait, ah putain, mon enfance est détruite. Pour moi, de base, c'est le sosie de Robert De Niro, mais du coup, il a été meilleur que son pote, que son sosie, dans la sélection de la semaine. Oui. Et donc voilà, en fait, ce que je trouve très intéressant, et du coup après je vais vous laisser prendre la parole, c'est que du coup ça joue voilà sur ce caractère très érotique, sur ce côté très années 90, sur le côté la caméra se libère, on montre beaucoup de choses, et moi j'avais vraiment très peur voilà que ça parte dans un truc pornographique, pourquoi pas, cela dit, hein, ça peut partir dans cette espèce de relation qu'a ce personnage avec la nana déguisée en écolière, bon, qui au moins est majeure, et c'est très vite précisé.
qui vient danser pour lui, mais voilà, qui lui rappelle des fantasmes un peu étranges. Et on pense à ça, en fait, on pense aux fantasmes tout du long. Il y a il y a des passages, donc on voit ce gars ramener régulièrement une babysitter, voilà, visiblement, il dit pas trop, on apprend au fur et à mesure qui est cette personne. Et il y a toujours ce mystère et on se dit, dans quoi est-ce que ça va partir? Est-ce que ça va partir dans du toxique? Est-ce que ça va partir dans de la pédophilie? Il m'a fait très très peur cet arc narratif. Voilà, et moi j'avais tu étais là et ça part, tu te dis putain, waouh, ça part dans un truc, et surtout c'était à partir du moment où ça va partir dedans, parce qu'on est persuadé que ça va y aller. Est-ce que la caméra va le glorifier? Est-ce qu'elle va le justifier en disant oui mais comprenez, il y a des circonstances atténuantes, vous comprenez sa condition aussi, elle a dansé. J'avais vraiment très peur que ça parte là-dedans sur le côté bah oui mais en même temps le non-consentement d'accord, mais elle avait qu'à pas faire ça. J'étais putain, ça va partir dans quoi? Et en fait le film voilà se retourne au fur et à mesure pour te parler d'autres choses, pour te parler de victimes de trauma, pour te parler de deuil, pour te parler de beaucoup de choses. Et c'est tellement intelligent en fait la manière dont il t'emmène et il te satisfait pas sur ce point-là, mais il te montre il te montre la complexité humaine et il te la fout dans la gueule en fait. Et j'ai trouvé ça assez brillant sur ce point-là. On parle de complexité humaine, Ellie. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Ellie, tu es la complexité humaine ce soir. Mais oui. J'incarne la complexité humaine. Non mais je suis assez d'accord avec Thierry, j'ai trouvé ça très intéressant comme film, et oui, ça s'inscrit. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit visuellement et de base dans l'ambiance des thrillers érotiques des années 90, qui étaient quand même, voilà, ça avait le vent en poupe, et dont, par exemple, comme tu disais, Crash en est un fier et excellentissime représentant, hein. Je me rappelle, Crash est un putain de grand film. Et qui a comme point commun donc d'avoir Elias Koteas aussi à son casting, et Elias Koteas donc qu'on retrouve ici, et Elias Koteas est génial déjà, et je trouve qu'il est même très très bien utilisé parce qu'en fait il symbolise bien tout ce qu'est ce film, quelque chose de complètement sinueux, ambigu en permanence. On sait jamais trop sur quel pied danser, en mauvais jeu de mots avec les chorégraphies des jeunes femmes, hein. Mais non, mais c'est vrai que c'est assez. Moi en fait j'ai vu le film hier soir à 2h du matin. Encore heureux qu'elle sait sur quel pied danser, hein, parce que sinon elle se casse la gueule sur scène, c'est triste. Dans les bonnes conditions. Exactement, je suis dans des conditions un peu à la fois parfaites et très bizarres, parce que j'étais vraiment dans l'ambiance nocturne du film, et j'étais complètement pris par ce qui se passait, j'étais très envoûté en fait, mais genre, je me demandais tout le long, mais qu'est-ce qu'il fout? Alors en fait, je trouvais ça assez, j'étais à fond dans le truc, mais j'arrivais pas à savoir vraiment où Atom et Goyen voulaient m'emmener en fait, c'était assez particulier, mais en même temps, j'arrivais pas à décrocher le regard, je trouvais ça assez dingue, et je trouve que bon, son style y est pour beaucoup, il a un côté un peu élégant, un peu, voilà, un côté un peu superficiel mais stylisé qui rend très très bien et qui enjolive parfaitement le tout, et qui voilà forcément attire l'œil et fait qu'on se plonge dedans avec une image très léchée, et en même temps voilà une ambiance un peu malsaine, et ça fonctionne très très bien. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà il déjoue complètement les codes du thriller érotique pour faire juste un film choral puzzle sur la solitude humaine en fait. Ouais. Et c'est ça qui s'avère bouleversant à mesure que le film avance, c'est qu'en fait on comprend petit à petit qu'on s'en fout il faut pas chercher à trouver un enjeu de fou, c'est juste observer ces personnages et se rendre compte qu'ils sont tous liés par quelque chose, je ne révélerai pas, mais qui montre qu'ils ont besoin tous individuellement de se raccrocher à d'autres choses, qu'ils ont leurs secrets et qu'ils essaient de vivre avec, et que c'est pas facile forcément, et que on a toujours envie à un moment d'en faire plus pour s'en sortir, mais que ça peut coûter cher. Et je trouve que c'est très très beau, il y a vraiment voilà, ça joue sur une fine limite tout du long. Un film un peu funambule qui retombe sur ses pattes à la fin de manière un peu peut-être facile, mais sans que ce soit gênant ou frustrant en fait. Je trouve ça se tient plutôt bien tout du long, et non, une très 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 bonne surprise, très très bien mise en scène, la manière dont tout est alambiqué et joue avec le temps et notre perception de tout ce qui se passe pour créer des rapports de force qui sont à la fois vrais et faux, dans le sens où on va penser parfois que des personnes sont méchantes, mais en fait pas forcément, et inversement, et tout dans la manière de filmer ces personnages, leur présence à l'écran en fait, comment ils sont incarnés à la fois par le jeu que par la caméra, ça révèle vraiment voilà toute la complexité qu'elle renferme, et je trouvais ça très très beau. Ouais, très très beau film, très très intriguant. Effectivement, on nous attire un peu avec le côté striptease sulfureux. Vous avez entendu la bande-annonce, hein. Ça joue vraiment sur ce côté-là. Et en fait, c'est juste
un truc pour nous attirer, parce qu'après derrière on va être dans les coulisses et je vais pas rajouter grand chose de plus, hein. Si ce n'est que oui, c'est une surprise, et je trouve que c'est un film qui colle bien dans cette époque de confinement et d'isolement, finalement, puisqu'on a des personnes qui sont isolées, mais déjà dans les années 90. Bon, alors là, c'est pour différentes raisons. Il y a un contexte économique, c'est les enfants du capitalisme, tout ça. Bon, bref, il se passe beaucoup de choses et le contexte est pas le même exactement, mais ouais, c'est ça. C'est un film sur la solitude qui est très touchant, hein. Contrairement à ce qu'il laisse paraître. On y va pour l'écolière sur la scène, et puis finalement on se retrouve à suivre l'inspecteur des impôts, et c'est tout aussi bien. Vous ne comprenez pas cette phrase, allez voir le film, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, il y a beaucoup de films qui de toute façon ont toujours joué de cette limite, surtout à cette période au final, qui te promettaient ce genre de spectacle un peu sulfureux. Bon, certains vont quand même bien dedans, mais qui en réalité l'utilisaient pour toujours le détourner en fait. Et c'est ce qui est très intéressant avec cette période. C'est vrai qu'on n'est pas sur Basic Instinct ou Crash, mais en termes de sulfureux, mais le film a quand même un côté, comme je disais, qui joue sur la frontière, quoi, de ça. Mais je trouve juste d'ailleurs regrettable qu'une des frontières qu'il aborde, il la laisse un peu de côté pour pas grand chose. Je pense au personnage, celui qui fait de la contrebande. Oui. Où il y a tout un développement induit sur sa sexualité, sa personnalité, qui est quand même pas assez développé par rapport aux autres. Très vite laissé de côté, c'est dommage, ouais. Et très très vite abandonné, alors que je sais pas, c'est ce qui fait un peu son essence. Moi j'aime bien le parallèle, parce que ça commence sur ce personnage-là qui est à la douane et on est derrière la vitre à le regarder, et donc et on regarde à travers la vitre et ça va être réutilisé plus tard dans le club pour observer aussi. Enfin, il y a aussi ce jeu d'observation entre les personnages qui s'observent parce qu'ils sont à la recherche de l'autre et ils observent l'autre, et il y a un jeu où on prend la place et on jalouse aussi autrui. Parce que oui, il y a une histoire de triangle. Enfin, quand je dis triangle, c'est quoi? C'est pentacle et amoureux. Enfin, bon, bref, c'est intéressant comme c'est imbriqué. Bon, merde, vous voulez pas vous énerver là? Non. Parce que t'as dit imbriqué? Non, je sais pas, sur n'importe quoi. Mais non, on est dans la phase sulfureuse là, Thomas. On peut pas s'énerver. Il faut qu'on maintienne, tu vois, le film, côté sensual. Côté il est beau, le film. Bon, écoutez. Je pense que voilà. Donc bref, Exotica, un film qui vous a séduit, donc dispo sur Arte. Alors on est chaud, on est bien, on est dans une bonne ambiance. Pas besoin de sortir un billet de $5 pour avoir droit au reco. C'est offert par la maison. C'est l'heure des recos, ou même en bref, on peut l'appeler, parce que on peut aussi parler de films qu'on a vus dans la semaine, même si on les a pas forcément aimés. Voilà, je dis ça. Cette semaine, j'ai vu un film d'auteur de 4 heures. Voilà. Quel auteur? C'était pas un Rivette. C'est ce que j'ai dit pour essayer de convaincre Ellie de le regarder. Ça n'a pas marché. Eh oui. Ça aurait été La Belle Noiseuse. S'ils avaient donné autant de thunes à Rivette, peut-être qu'il aurait fait ça, hein. Oh, t'imagines un film de super-héros par Jacques Rivette? Waouh. C'est déjà des films pour des super-héros, enfin, tu vois, les films de Jacques Rivette, parce qu'il faut vraiment avoir envie de se le coltiner. Mais Céline et Julie, il y a un côté super-héros. Ah, mais complètement. D'ailleurs, je pense que c'est juste qu'il était trop cher pour Marvel et qu'ils l'ont pas racheté, mais normalement, c'était un film Marvel. Ça devait être le point de départ du MCU. Céline et Julie vont en bateau. Où est-ce qu'on va avec ça, bordel? Je sais pas où on va. L'ancêtre de Black Widow. Les recos. Je parlerai de la Justice League en bref, à mon tour, quand ça sera mon tour de parler, peut-être, ou alors j'en parle maintenant. Comme ça, après, on garde le meilleur pour la fin, peut-être. T'as une reco ou c'est ça ta reco? Non, j'ai une reco, après j'ai une vraie reco. Parle-en maintenant. Alors moi, ce week-end, voilà, le week-end dernier, au moment où vous écoutez l'épisode, j'ai passé une soirée excellente. J'ai vu un truc, j'y attendais pas grand-chose, hein, mais au début, je me suis un peu ennuyé. Enfin, il y a eu de l'action, mais après, j'ai perdu espoir au bout d'un moment. Et puis, il y a eu, et puis j'ai trouvé que c'était assez impressionnant finalement. Il y a eu des rebondissements tout au long de la séquence. Et à la fin, il y avait un final incroyable qui m'a fait lever de mon siège, alors que je croyais tout perdu. Je parle du match de rugby, le 15 de France contre le Pays de Galles. Magnifique. Je marque ça en reco. Le lendemain, donc, j'ai vu Justice League, Snyder Cut, voilà. Comment dire? Bon, 4 heures, c'est long, mais c'est pas la catastrophe à laquelle je m'attendais. J'ai trouvé ça très dégueulasse. Alors, je sais pas si c'est mon écran d'ordinateur, si c'est ma connexion internet, je ne sais pas, mais je trouve que c'est triste que Space Sweepers, qu'on avait vu la semaine dernière, soit plus joli que ça. Donc ça, déjà, c'est un regret.
Et après, c'est vrai que je me suis aperçu en voyant le film, je croyais que j'avais pas vu Justice League, et en fait je l'ai vu, le montage original, je me suis juste endormi devant. T'en fais pas, Thomas. On prétend tous avoir dormi devant, mais c'est juste une partie de notre cerveau qui a refusé d'admettre avoir vu ça. C'est ça, mais c'est parce que j'ai revu des scènes, je me dis mais attends, mais je l'ai vu, je sais plus ce que ça faisait là. D'ailleurs, je sais toujours pas ce que ça faisait là, mais je l'ai vu. Et ben non, mais disons que c'est très triste en fait parce que c'est moche. Il y a une DA qui est très très compliquée. En même temps, rassembler tous les héros comme ça, ben, c'est très compliqué. La palme, c'est peut-être pour Wonder Woman. Dès qu'elle apparaît à l'écran, il y a parce que comme c'est une Amazon, on se dit bon, la Grèce antique, tout ça, il y a une femme qui chante, hein, ça doit être ça. Et puis comme c'est une femme, donc c'est une femme qui chante. Donc il y a une brameuse dès que Wonder Woman est là, qui est là. Dès que Wonder Woman fait un truc, donc bon, c'est rigolo la première fois, mais au bout de 4 heures, c'est un peu lourd. Puis il y a des tropes comme ça de thèmes pour chaque personnage, donc il y a une grosse lourdeur. Et puis c'est un film, bon, avec un perso, avec un méchant lambda, ça je vais pas revenir sur la difficulté, sur le fait que ça soit sombre, hein, très bien, bon, voilà. Et puis c'est triste que les meilleurs passages du film, ça soit quand même la dernière demi-heure qui n'est en fait qu'une scène de post-générique, fait de pré-générique, mais tu sais, c'est juste une scène d'annonce pour ce qui aurait pu être bien dans l'univers, mais qui n'a pas été fait dans le film et qui serait fait plus tard. Oh, tu sais, maintenant, après avoir harcelé tout le monde à coup de release the Snyder Cut, maintenant ils sont tous en mode release the Snyderverse. Donc tu sais, si on continue à leur offrir des trucs, hein. Tu sais, moi, mais en fait, c'est ça, parce que moi, le seul passage que j'ai bien aimé dans Batman Superman, c'est quand Batman fait un rêve, il se rêve dans un monde post-apocalyptique. Et ben, en fait, il y a un quart d'heure, je crois, du dernier acte, qui est sur cet univers-là, bon, qui est un peu creusé, avec Jared Leto qui fait le Joker et tout, je fais le Joker, donc, ben, on te balance tous les trucs. Et, bon, alors, moi, j'étais pas mal, hein, dans ce film, mais du coup, ouais, c'est un film qui est très ciblé en fait. Et je comprends qu'en fait ça clive autant, qu'il y ait des gens qui soient à fond sur ce film et des gens qui n'ont pas envie de le voir parce que il cible les fans de comics. Et effectivement, dans cette espèce d'agencement, dans cette DA artistique avec du full fond vert, hein, on est complètement sur du full fond vert. Ben ça fait très artificiel, ça fait très case de BD un peu. Si t'es pas fan de ce genre de truc et si t'es pas fan de l'univers et fan des persos, ben tu vas t'emmerder parce que c'est pas très bien fichu. Et le truc à la fin, ça te rajoute de l'univers, ça te rajoute des trucs. À un moment, il y a Martian Manhunter qui le limier martien en français, qui vient faire coucou. Si t'as pas ouvert un comics, tu sais pas qui c'est quoi. Donc si t'as pas ouvert un comics, si tu t'es pas tapé la série de comics dans tous les sens pour savoir qui est ce mec, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi est-ce qu'il change de forme et pourquoi est-ce qu'il est derrière la porte et pourquoi est-ce qu'il vient faire coucou. Pour te dire, il va rencontrer Bruce Wayne à la fin du film. Même Bruce Wayne, il est blasé, quoi. Il fait, ouais, ok. Non, on est à 4 heures de film, là, je fais plus d'efforts, là. Donc, ouais, je trouve que c'est un film très formaté, effectivement. Et donc, bon, si vous êtes fan de la licence, très bien. Attendez qu'il sorte sur une plateforme. Parce que 15 balles en location, c'est cher. Ouais. Alors, je vais pas trop me permettre de le ramener sur ce sujet parce que je fais partie des gens qui, pour l'instant, n'ont pas vu le film. Il y aura peut-être... Je le verrai peut-être dans quelques temps quand la hype sera descendue, je pense, et quand ça m'intéressera, parce que pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que ce que tu dis là, c'est un argument qui revient beaucoup, que je vois, tu vois, sur la twittosphère, qui devient clairement une fachosphère de Snyder, hein. Putain, quand tu vois comment les gens le défendent, mais enfin, c'est tout ou rien, c'est soit il est absolument merveilleux sans aucun point noir, soit c'est de la grosse merde. Il y a très peu de personnes qui nuancent, et les personnes qui osent nuancer s'en prennent plein la tronche. Il a toujours été très clivant. De quoi ? Non, alors... Il a souvent été très clivant comme ça. Ça a souvent été très clivant sur tous les trucs du super-héros en général, mais c'est vrai que sur Snyder, oui, ça c'est pas faux. Il a un style qui est tellement radical que forcément t'adores ou tu détestes, quoi, généralement. Ouais, mais tu peux le nuancer, tu vois. Moi j'aime bien son style visuel, par exemple, mais j'aime pas ses idées qu'il dévoile dans ses films. Parce que politiquement, on est très opposés, tu vois. Snyder est... Je suis mitigé aussi, hein. Un gars très conservateur, là où moi non, tu vois, et je le reconnais, mais j'aime bien son style visuel. Mais l'argument, tu vois, qui revient, Thomas, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, du coup, c'était le côté, il y a beaucoup de gens qui disent, bah, de toute façon, si t'aimes pas, c'est parce que tu connais pas assez bien les comics. Et une fois de plus, bah, en fait,
c'est le boulot du réalisateur d'adapter pour un public de cinéma. C'est ça, quoi. Donc, je suis désolé, cet argument-là, il est pas valable. Sinon, vous faites un best-of comics pour plaire aux fans de comics. Quand tu adaptes au cinéma quelque chose, il faut que les gens qui ne sont pas familiers du média de base puissent s'y retrouver, quitte à faire une présentation du personnage en question, qui sera peut-être un peu moins étoffée, qui fera très plaisir aux fans de comics, mais qui ne perdra pas le spectateur lambda. Donc, sur cet argument m'agace encore plus. Et je le dirais juste que voilà, je ne l'ai pas vu, mais par contre, j'ai les commentaires d'un monsieur qui nous avait suivi au PIF il y a 1 an et demi, qui était à Deauville avec nous, qui s'appelle Valentin, qui est très friand de ce genre de film, et qui du coup l'a regardé, m'a fait un espèce de live Twitch, et qui a juste dit une chose, c'est du glaçage sur du caca. Je devrais juste dire ça. Non, mais disons qu'après, il est dans le... C'est un film qui, déjà, il reprend le film, et c'était une usine à gaz, et puis c'est un rassemblement de super-héros. Pour avoir lu alors j'ai pas je suis très loin d'avoir une connaissance encyclopédique de comics, quoi, mais c'est vrai qu'on retrouve toutes les phases presque, tous les passages obligés d'un comics, c'est-à-dire que il y a l'affrontement avec Superman avant qu'ils soient copains et qu'on se batte à côté les uns des autres contre les méchants. Ça c'était déjà dans la version de base, ça. Hein. Oui, voilà. Non, mais ce que je veux dire, il y a déjà pas mal de trucs. Là, disons que là c'est moins chiant. Disons que je me suis pas endormi devant. Alors je l'ai vu en 2 fois, certes, mais je me suis pas endormi devant. Mais c'est vrai que, oui, j'ai pas été bluffé, j'ai pas été pris comme 300 par exemple. 300 quand j'ai vu la première fois, j'avais trouvé ça très beau. Alors très simpliste au niveau du scénar. Il y a beaucoup de choses à redire. Mais je déteste 300. Il y avait une esthétique qui m'avait saisi à l'époque. Là maintenant, ça m'a passé, quoi. Les fonds verts partout, là, ça passe plus. Et j'avais bien aimé Watchmen la première fois que je l'ai vu. Après, je l'ai revu dans l'avion, je me suis endormi devant. Mais bon, non, mais c'est vrai que non, esthétiquement c'est pas ça. C'est la foire au fond vert, c'est pas possible. Et bon, non, là il y a un moment ça s'use, quoi. Et puis oui, non, puis c'est too much. Le truc c'est que les meilleurs passages du prochain film, qui ne se fera pas parce que économiquement c'est compliqué, puis on sait pas. Enfin bon, bref. Si jamais un prochain film devait se faire un jour, sait-on jamais, hein. Au miracle, les meilleures scènes sont déjà à la fin de celui-là, donc ça sert à rien de le faire. C'est très bizarre en fait comme objet, parce qu'il y a tellement de trucs qui viennent se recoller que c'est cool pour faire c'est un film pour un podcast de comics, en fait. C'est surtout ça. On verra. C'est plus surtout tard. ça. Ouais, bon, bref. Donc voilà. Écoutez, si vous l'avez fait, après, est-ce que ça vaut le coup de revoir exprès? Si vous êtes ultra fan, vous l'avez déjà vu, vous n'avez pas attendu qu'on vous en parle. Et sinon, non, sinon il y a d'autres choses à voir. Voilà. Qui explique le côté clivant. Mais bon. Là on était sur un truc clivant, soyons sur quelque chose de plus consensuel peut-être, les recos, tout simplement. Welcome to the Love Box. Chers amis, quels sont vos recos cette semaine? Ellie. Allez, on commence par Ellie. Ça fait longtemps qu'il n'était pas revenu. Du coup, entre-temps, j'ai vu 10 films à recommander. Alors officiellement, c'est parce qu'il avait du boulot, c'est pas vrai, c'est parce qu'il a regardé un film. Ils sont juste un peu plus longs que les autres, donc ça lui prend du temps, c'est tout. C'est ça, j'ai regardé en fait l'intégrale de Jacques Rivette d'affilée. D'où mon absence. J'en suis qu'au premier tiers. Ah oui, tu fais une pause, je comprends. Non, pas du tout. Non, mais j'avoue que j'ai hésité entre pas mal de trucs à recommander, parce que sur la Cinétech, il y a des choses très très sympas, mais du coup on en a vite fait parler, notamment un Condamné à mort s'est échappé. Donc rapidement, je recommande aux gens d'aller voir, car Robert Bresson, c'est génial. Très très bien. Mais du coup, je vais parler d'un autre film que j'ai découvert récemment, qui est actuellement sur le Vidéoclub Carlotta, et qui est donc disponible en DVD Blu-ray chez Carlotta Film, à savoir Deep End de Jerzy Skolimowski, qui est donc sorti en 1971, et qui est une petite pépite. Vraiment, ça m'a énormément plu. C'est un film, en gros, où on suit un adolescent de 15 ans qui va commencer à travailler dans une piscine, enfin des bains anglais, piscine, donc il y a des services de soins, etc. aussi, et qui va plus ou moins tomber amoureux de sa collègue qui est plus âgée que lui et qui va le malmener et un peu l'initier à la luxure, en quelque sorte, de manière déroutante. Et ce qui va virer à un film sur l'obsession. Mais ce qui est surtout passionnant, c'est au-delà de ça, c'est tout le cadre qui entoure cette histoire, avec Jerzy Skolimowski qui fait un film sur la décadence du swinging London et les dérives de la libération sexuelle, en quelque sorte. Et pour un résultat qui est à la fois très très poisseux, morbide, mais en même temps très très poétique et touchant, mélancolique. Et je trouve que c'est assez brillant. Tout passe par la mise en scène qui
qui est frontal, qui traduit l'affolement d'une génération et en même temps l'idée du temps qui passe, tout y est. C'est vraiment un film à découvrir et je pense même à redécouvrir parce que c'est extrêmement riche en fait ce qui se passe. Il y a des moments qui font penser à Blow Up d'Antonioni et il y a des couleurs qui donnent l'impression qu'on voit un défilé de peinture sur une époque. Enfin vraiment c'est assez dingue. Donc je ne peux que recommander 1 milliard de fois de se jeter sur ce film. Et accessoirement, j'en profite, c'est sorti aujourd'hui, donc au jour où on enregistre, sur onsefinciné.com. J'ai écrit un petit article dessus si jamais ça intéresse certaines personnes. Oh là là. Petite autopromo, mais non, mais vraiment, surtout voyez le film, ça vaut largement le coup. Et je pense que ceux qui aiment les films qui parlent de l'adolescence, de l'obsession, et un peu, voilà, c'est un peu existentiel en même temps, des films d'errance comme ça, traduisent une époque, un sentiment, ils trouveront leur compte et je pense que pour le coup c'est même assez universel. Merci Ellie. Thierry, quel est ta reco? Alors on a quand même parlé de la Justice League, j'ai assez souffert donc je vais me permettre d'en faire 2. Oui. Mais une assez courte. C'est vraiment parce qu'on est trop, hein. Oui, donc du coup je vais me permettre d'en faire 2 parce qu'en fait initialement j'avais pensé à un film dont je vais parler et sauf que quand on s'est mis à parler de Moxie, j'ai pensé à un petit truc que j'ai vu cette semaine et je me suis dit putain je vais devoir en parler, sauf que le film est trop bien donc non je vais parler des deux. Je vais d'abord parler du coup de la référence à Moxie. En fait je vais recommander un épisode d'une série que je référence régulièrement mais que je n'ai jamais mis en reco pour le coup, qui est donc South Park. Et il y a un épisode dans la série. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de South Park. Je dis j'en parle beaucoup, mais je l'ai jamais mis en reco. C'est ça que j'ai dit. Et du coup, je vais mettre un épisode en particulier qui est le 9e épisode de la saison 12 qui s'appelle Le Combat. Et pourquoi le combat et pourquoi quand on s'est mis à parler de Moxie, j'ai fait putain mais oui, pourquoi j'ai pas mis le combat en reco? C'est parce que du coup, le combat, donc ça va être l'arc de Wendy, qui est donc une gamine de la classe des gamins de South Park, qui va s'engager dans une provocation à la lutte contre ce très cher Eric Cartman que l'on déteste parce que quand elle fait un exposé sur le cancer du sein, elle dit ça, donc Eric Cartman ça le fait super marrer et du coup il commence à lui faire des dessins sur ce qu'il appelle des nichons tueurs et il embrigade plusieurs garçons avec lui, il est ultra toxique et elle le menace, elle lui dit clairement je vais t'éclater la gueule sur le bitume mais ça va pas le faire quoi. Et du coup on a tous les gens autour d'elle qui vont essayer de la convaincre de ne pas faire ça, avec Cartman même le premier qui lui sait pertinemment qu'il risque de se faire démonter la gueule et va essayer de la soudoyer derrière mais de garder la tête haute devant tout le monde, et jusqu'au moment où tout va se retourner et où tout le monde va lui dire bah non gamine, à un moment il faut aussi combattre ces démons, il faut aussi combattre ces trucs et le cancer c'est aussi ces gars-là quoi. Et donc elle lui défonce la gueule. Donc c'est un épisode sur l'empowerment qui est jouissif. Surtout quand on passe 12 saisons à détester un gars qui s'en prend pas assez plein la gueule et qui là se fait laminer par la nana qui incarne en général une nana beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus calme, l'intello de la classe, et qui là ouais clairement on lui dit ouais mais je suis l'intello mais je te démonte la gueule quoi. Et c'est super plaisant. Voilà, donc si vous voulez voir un truc sur l'empowerment qui n'était peut-être pas pensé comme tel mais qui est super malin dans sa manière d'être écrite, regardez Le Combat, ce petit épisode. Voilà, et donc le film auquel je vais faire référence aujourd'hui, et au final, peut-être dans la thématique même, ça s'appelle Lady Snowblood. Donc Lady Snowblood, je sais pas si vous l'avez vu, ça parle à... Généralement, là, tu vois, si t'entends un A, c'est que la personne l'a vu et qu'elle l'aime. Je l'ai pas vu, mais ça a l'air exceptionnel. C'est un film, alors c'est tiré d'un manga. Déjà, c'est tiré d'un manga, tout à fait. Classique, et c'est un film référence pour Quentin Tarantino. Oui, on va utiliser dans Kill Bill volume 1 notamment. Il l'a même utilisé beaucoup trop à mon goût maintenant que j'ai enfin vu le film. Donc c'est un film de Fujita Toshiya, donc voilà, un réalisateur japonais, qui va donc raconter l'histoire de Yuki. Yuki étant une petite fille qui est née en prison après l'emprisonnement de sa mère, donc elle est née là-bas. Sa mère qui est en prison parce qu'elle a essayé de venger la mort de son époux et de son fils qui ont été assassinés. Voilà, elle a aussi été violée. Il est arrivé des trucs pas très très sympas à cette maman. Et du coup, Yuki qui est née dans cette prison se voit donner par sa mère la promesse qu'elle se vengera. Donc elle est évidemment bébé, donc elle ne réalise pas, mais elle va être entraînée par un maître qui va lui apprendre à maîtriser le sabre comme jamais. Et du coup, tout le film va être centré sur sa vengeance et la façon dont elle va l'apporter. C'est absolument exceptionnel. Et alors oui, en effet, tu cites Kill Bill comme référence, et j'ai presque envie de dire qu'en réalité, c'est pas tant une référence, parce que c'est plus que ça. Quand j'ai vu le film, au tout début, on a un espèce de plan sur la neige, donc où elle arrive, tu penses au dojo de fin dans Kill Bill, elle est fringuée exactement comme le personnage de Lucy Liu, elle tue les gens avec du sang qui fuse, avec des trucs comme ça, et là, il y a une musique, donc la musique de Lady Snowblood, qui est l'exacte musique chantée qu'a repris Quentin Tarantino.
jusqu'au flashback dessiné, comme dans un manga justement, ce que fait Quentin Tarantino dans Kill Bill. En fait, en réalité, le problème, c'est que là, il a pas pris un petit peu à droite à gauche comme il peut faire de temps en temps en disant oui, je référence. Non, là, clairement, c'est une adaptation pure et dure qu'il vend comme un hommage, mais où il a tout pompé. Ça me dérange pas, j'aime bien Kill Bill. Mais c'est vrai que du coup, si vous aimez Kill Bill, mais foncez voir Lady Snowblood parce que le film n'a pas vieilli. Il est exceptionnel. C'est un film de vengeance qui est brut, qui est froid, avec une nana qui est fantastique, qui te tient le métrage comme pas possible. Elle est ultra charismatique. Et tout est super plaisant. On est dans une espèce d'époque, on est dans le Meiji et à la fois il y a des passages qui sont très modernes avec des balles dansant et tout à coup il y a de la musique jazz pendant des enquêtes où elle commence à se renseigner sur ses ennemis. Il y a des changements de ton qui sont ultra prononcés, mais du coup ce que pompe Tarantino encore plus quoi. Tu as tous les trucs que tu t'imagines en étant son style à lui, en réalité c'est quelque chose qu'il a pompé à monsieur Toshiya. Enfin à monsieur Fujita. Et donc du coup c'est assez fou. Voilà, je sais pas si je l'ai bien vendu. Mais si vous voulez juste être dans mon état d'excitation tel que vous m'entendez maintenant, regardez Lady Snowblood quoi. J'en ai fait une déclaration d'amour dithyrambique dès que j'ai pu sur les réseaux. Il faut absolument voir ce truc quoi, c'est génial. Et c'est disponible où? Moi j'ai acheté le film qui avait un très 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 beau coffret HK. Voilà. Mais le DVD est chez qui? Oui, voilà. Chez HK. Il y a eu une très 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 belle réédition qui est mais d'un sublime. Voilà. Alors oui, évidemment, magnifique. Ça veut dire impliquer vos sous. Mais franchement là c'est des sous extrêmement bien impliqués. Oui, mais là, on parle de film de patrimoine, on film d'édition collector, on parle de bel ouvrage. On parle de très très bel ouvrage. D'ailleurs, Ellie n'a pas précisé que Deep End était gratuit sur Plex, aussi, en plus de la Cinétech, si jamais il y en a qui veulent pas mettre un 99 parce qu'ils sont radins. J'ignorais. Non, mais il est pas sur la Cinétech, il est sur le Vidéoclub Carlotta, sinon j'ai dit. Oui, d'accord, parce qu'il est aussi sur la Cinétech, hein. En fait, il est un peu partout. Oui, bah après oui, c'est un film qui est assez disponible, mais là, en ce moment, il est dans l'abonnement, je veux dire, la Cinétech, la Carlotta. C'est pour ça que je le précisais. D'accord. Pour ceux qui sont abonnés. Ok. Et toi, Thomas, quelle est ta reco? Ben moi, je vais aller assez vite sur la mienne, parce que j'ai déjà parlé sur Justice League, voilà. Moi, j'ai bingé cette semaine, hein. Moi, j'ai regardé plein de trucs. Alors, je vais parler d'une série, mais c'est un peu du cinéma aussi, parce que c'est une anthologie de courts-métrages. C'est sur Canal, ça s'appelle 6 fois confiné. Et en fait, c'est une mini-série avec autour de courts-métrages, et chaque épisode en fait se déroule pendant le premier confinement. En fait, c'est le seul point commun. Après, ce sont des jeunes réalisateurs et avec un cast très sympa. Alors, ce sont des histoires différentes avec des personnes différentes qui sont confinées ailleurs et qui se passent dans différents endroits. Et c'est une espèce de satire avec des portraits assez cruels de nos contemporains. Et puis de nous-mêmes en fait, parce qu'il n'y a pas grand monde à sauver, hein. On a une belle bande de connards, hein, en fait, dans le truc. Dans les casts, il y a Ludivine Sagné, Félix Moetti, Gilbert Melki, Alexis Manenti, Jérémy Ferrari, William Lebguil, Laura Felpin, et dans le premier épisode, il y a Vincent Cassel, bordel, mais il joue un DJ qui accueille chez lui un jeune musicien et sa copine pour le confinement. Comme ça, le jeune musicien bosse pour lui, il l'aide à bosser parce que le Vincent Cassel, en fait, son perso, son DJ, fait des lives quotidiens. Fait un live du confinement en direct sur fond vert et tout. Il est là, ouais, putain, il te met l'ambiance et tout en live sur Internet. Et il a giflé. Et puis il est incroyable. Fait, il a un personnage. Il en fait too much et c'est tellement énorme. Chaque court-métrage a sa personnalité qui est très portée par les acteurs, mais il y a aussi la petite patte aussi des réals, ce sont des jeunes réals aussi qui s'occupent chaque fois d'un court-métrage différent. C'est très intéressant, c'est pince sans rire, c'est saignant. Il y en a un avec, je disais, Félix Moati et Gilbert Melki, qui est un chabrol en moins subtil, hein. On va voir avec Gilbert Melki qui tombe en panne en pleine cambrousse. Et qui va demander de l'aide à la baraque chez les bourgeois parisiens qui se sont mis à la campagne avec un jardin immense et tout le confort. Enfin bon, bref. Des petits échanges savoureux, voilà. Donc 6 épisodes, à picorer comme ça, c'est rafraîchissant. Le premier confinement à 1 an, voilà, avec le huis clos de la Cinétech, ça fait un thème. Voilà. Joyeux anniversaire, confinement. Non mais voilà. Mais ça permet aussi de rire du confinement aussi, ce qui est pas mal, tu vois. Oui, et puis ça donne de l'espoir, tu vois. Tu dis que sur Prime, il y a confiné, voilà, dont on n'a pas parlé, mais bon, voilà. Sur Prime, il y a des acteurs français devant leur webcam et sur d'autres plateformes, la Canal en l'occurrence,
il y a des tentatives de faire quelque chose, quoi. On essaye de faire un peu de cinoche. Bien, ça vous laisse sans voix. Très bien, je pense que c'est normal. Oui. On est à 1h43 d'enregistrement, c'est incroyable. Bon, on est que 3, hein, tu me diras. Mais on a réussi à parler de 3 films, les recos plus la Justice League, c'est incroyable. On n'aurait jamais cru remplir autant de trucs en 1h43, c'est fou. Il se passe un truc, il y a quelque chose qui va pas. Là, c'est que j'ai appris à moins parler, en fait. Tu as appris quoi ? À moins parler pendant mon absence. Ah, c'est peut-être ça. Ou alors l'efficacité masculine que voulez-vous. Pour une fois, c'est bon. Non. J'aime bien quand tu sors une saloperie, mais tu demandes quand même l'approbation derrière, quoi. Non, mais c'est ça, c'est parce qu'on a gagné du temps, parce qu'on a pu mansplainer personne. Donc, alors. Oh là là. C'est notre Patrick Schwarzenegger à nous, en fait, Thomas. Tiens, dis-moi, j'avais une demande, au fait. Oui. Dans le cadre de mon apprentissage de podcast, est-ce que tu penses que je pourrais monter cet épisode, par exemple ? Tu veux monter cet épisode ? Oula. Oui, tu sais, enlever les trucs un peu bizarres. Ouais, mais du coup, il va rester 5 minutes d'épisode, Thierry. Ah, je vais retirer tous les passages où je parle déjà. Voilà, bon. C'était certain les machos. Oui, c'était, oui. Oui, c'était. Mais ce sera. Et ce sera. Toujours. Encore et toujours. Et éternellement. C'est Merci, magnifique. Ellie. Merci, Ellie. Bah, merci à vous, c'était très très cool de revenir et j'espère que je vais pouvoir vraiment revenir de manière régulière, comme à la belle époque. Oh oui. La place t'attend, d'ailleurs, voilà. Elle était toute chaude. Et on te l'a chauffée exprès. Merci. Merci, Thierry. Mais... j'ai arrêté de dire mais de rien ou merci. Je sais plus, voilà. Mais j'essaie de trouver des phrases assez intéressantes pour me désintroduire, tu vois. Et là, je pense que rien que le fait que j'ai réussi à caler le mot désintroduire, ça suffit à une sortie en classe. On va rester sur cette désintroduction. Waouh. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un très beau programme avec un dessin animé. Quoi qu'il arrive, il y aura un dessin animé. Oh oui, que ça soit là ou pas. Film d'animation. Il y en aura un. Mais il y aura aussi bien d'autres choses. Mais en attendant, ce programme merveilleux, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @glaacpodcast, CLAAC podcast. Vous pouvez également vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, vous pouvez liker, vous abonner, laisser un commentaire aussi également. C'est très 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 facile. Alors Thierry avait pas trouvé, mais... Non, on a déjà fait un tuto la semaine dernière pour Jessica. Vous pouvez vous abonner et laisser un commentaire. Alors sur Apple Podcast, ça s'appelle rédiger un avis. C'est en bas de, alors pas de l'épisode, mais de la page du podcast. C'est un peu technique. Vous trouverez. Vous êtes doué. Vous trouverez. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Oh oui, toi-même tu sais. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Les personnes qui regardent l'éveil le dimanche, Thierry, quand tu fais ça. Bah vas-y, tu as pris la parole, vas-y. Oui, j'ai pris le bâton de la parole, je ne le rendrai plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent, excuse-moi. À cause du côté totalitarisme, bien sûr, je sais, Thierry, mais non. Il y a aussi un dilemme racial qui est posé, même si c'est un peu effleuré. C'est d'ailleurs il vient se poser là, paf, quoi. Ouais, mais c'est un peu le reproche que j'ai à... De quoi ? Tu disais, Ellie ? Mon appétence nazie est très satisfaite par ton accent, Thierry, c'est tout ce que j'allais dire. C'est beau. Schlaf, voilà. Thomas le fait mieux que moi. Hein. Attends, je vais le retrouver, bien sûr. Les gars, il faut une pause juste pour retrouver un sample, voilà. Alors, je ne sais pas ce qui va être gardé au montage, mais sachez que voilà. Là, tout de suite, c'est très long. Je sais même plus où je l'ai mis, voilà. J'ai gardé les autres, parce que comme les autres ne sont pas là, j'ai gardé tout le monde, hein, histoire que tout le monde puisse dire quelque chose, parce que, par exemple, j'ai enregistré Marwan juste avant l'enregistrement. J'en ai marre de dire des merdes. Voilà. Non, mais alors du coup, je ne sais plus où j'ai mis mon schlaf. Je suis très triste. Oh. Ah, il est là. Il faudrait que t'aies un schlaf de secours, quoi. C'est
peut toujours Après, servir. je peux vous le faire si vous voulez, mais alors voilà, mais là, voilà, évidemment, ça sent. Ya, schlaf. Voilà. Voilà. Donc voilà, sachez que nous ne faisons l'épisode pour nous, pour juste écouter nos samples. C'est ça. Et d'ailleurs, on a Ellie, mais du coup, j'espère renouveler mes trucs parce que. C'était le pompon sur la Garonne. Ça commence à être. Voilà. Ça commence à être redondant, ouais. Il nous en faut des nouveaux. Alors, ça commence à dater, ouais. Ça commence à dater. Il me faut un truc graveleux. Je crois que t'es le seul à pas avoir de truc graveleux pour l'instant. Ah ouais? Donc, ouais. Même sur l'émission où Marwan a commencé à parler de Kiki. Ah, peut-être que j'étais obnubilé par de Marwan et du coup j'ai pas ouais. Ah mais donc, il faudra. Bon, je crois qu'on s'égare un peu, on s'égare un peu trop. On va se contenter d'Eli, on va se contenter d'Eli qui vient de dire un Kiki. Écoute, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Je sais pas où je vais couper. Je t'avoue, on va peut-être bouffer peut-être un peu de. Ça fait mal de l'argumentation qu'on a à peu près balbutié. Donc Thierry, c'est pas grave. De toute façon, pour le peu que j'en ai dit pour l'instant, je te dis oui, je suis content. Il y a une actrice, oui. Voilà. Non, oui donc.